Toutes et à tous. Vous allez assister à une conférence de Dominique Bourg sur l'état de la planète. Une conférence essentielle pour les urbanistes, architectes, sociologues et paysagistes quand il s'agit de réfléchir à la manière de penser et faire la ville d'aujourd'hui et de demain. Cette conférence est la première d'une série de manifestations qui auront lieu très régulièrement, soit sous la forme de visioconférences, soit, quand la situation sanitaire le permettra à nouveau, in situ, dans les locaux de l'Université d'Aix-Marseille, ou tout lieu propice au déroulé de nos activités. Cette manifestation est également à combiner à d'autres activités qu'il vous seront possible de suivre. Des entretiens, des séminaires de recherche avec des personnalités scientifiques, des experts d'un sujet qui nous préoccupe, des militants associatifs, des acteurs impliqués dans des projets novateurs et fédérateurs sur la thématique des transitions sociales, environnementales et urbaines à l'échelle du bassin méditerranéen. L'angle d'entrée, c'est d'abord celui des sociétés civiles et la manière qu'elles ont d'interférer dans les processus de développement, notamment ceux qui permettent d'envisager les mutations fondamentales dans lesquelles nos sociétés doivent s'engager. Derrière société civile, il faut entendre les associations, mais aussi les collectifs de citoyens et d'habitants. Derrière mutation, il faut entendre les forces de changement qui prennent en compte l'urgence du réchauffement climatique et ses conséquences, les inégalités de développement entre les territoires, les questions de pauvreté et d'exclusion, mais aussi les valeurs démocratiques et de justice qui les portent. Dominique Bourg est philosophe, professeur émérite à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions écologiques, auteur de nombreux ouvrages de référence, ancien président de la commission scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et fondateur de la pensée écologique qui est à la fois une revue, une collection aux presses universitaires de France et un lieu de débat et d'expérimentation. Dominique Bourg est aussi, et c'est surtout de cela dont je veux parler, un homme qui vient bousculer les choses, faire le récit des changements en cours en les resituant dans leur profondeur historique et en les articulant les uns aux autres jusqu'à faire système. Une manière étonnante à nos yeux de donner sens à la complexité du monde telle qu'Edgar Morin nous la signifie par ailleurs. Son exposé a une durée d'une petite heure, suivi d'un débat avec la salle ou les invités présents derrière leurs petits écrans. Bonne conférence et à bientôt pour la suite des manifestations de la chaire, société civile, transition urbaine et territoriale en Méditerranée. Voilà, alors ce que je vais vous montrer n'est pas très drôle, je vous le dis tout de suite. Je vais dresser devant vous une sorte d'état des lieux qui est en fait malheureusement bien documenté. Et effectivement, on verra que peut-être que l'expression tragique pourrait d'une certaine manière signifier la situation, surtout la dynamique de choc dans laquelle nous trouvons. Alors, en fait, la première idée, c'est de bien vous montrer que, après vous avoir rappelé, je vais le faire, ce qu'on entend par anthropocène, bien vous montrer que nous sommes en quelque sorte dans la deuxième phase. Ce qu'on entend par anthropocène, ça serait une ère nouvelle, géologiquement parlant, qui se serait ouverte grosso modo à compter des années 50. Là, vous voyez devant vous toute une série de courbes, et comme vous le voyez, je vais y revenir, elles explosent toutes à compter des années 50. Bon, les géologues ont besoin d'autre chose, mais on ne va pas la rentrer dans les détails. Et donc, cette période qu'on appellerait l'anthropocène, c'est-à-dire l'époque de l'homme, eh bien, aurait commencé dans les années 50 et aurait mis fin à ce qu'on appelle l'Holocène. C'est-à-dire, en fait, c'est la période précédente. Et l'Holocène, ça aurait duré, si on fait commencer l'Anthropocène en 1950, ça aurait duré 11 700 ans. Et ces 11 700 ans nous séparent en fait de la fin, sans qu'il y ait de rebond, de la fin du précédent âge glaciaire. Et ces 11 700 ans ont été marqués par l'agriculture, par le néolithique, et en fait par l'éclosion de civilisations axées sur une division du travail de plus en plus fine. Et sans le côté, si vous voulez, extrêmement calme, en fait, du système Terre pendant cette période, évidemment, on n'aurait pas développé ce type de société.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous le voyez, depuis les années 50, on a une population humaine, grosso modo, entre 50 et 2000, qui a doublé. On passe, grosso modo, de 3 à 6 milliards. On est très proche des 8 milliards, à 150 millions près aujourd'hui. On a, durant la période, un PIB qui a, quant à lui, décuplé. Et puis, en fait, toutes les activités économiques, à compter des années 50, les activités humaines, en fait, à compter des années 50, explosent. Et la conséquence, c'est que les flux de matière et les flux d'énergie, qui sont les substrats de ces activités, eh bien, explosent au prorata. En d'autres termes, pendant 70 ans, on a très fortement dégradé le système qui nous accueille. Et on pourrait dire qu'à compter de 2018, vous verrez pourquoi je prends cette année-là, on pourrait dire qu'à compter de 2018, eh bien, nous sommes entrés dans la seconde phase de l'Anthropocène, c'est-à-dire bien la phase boomerang, celle qui nous renvoie en fait et qui commence à nous renvoyer les effets destructeurs des décennies antérieures. Ça, c'est un point très important, le côté diffèrement, le côté laps de temps entre le moment où on détruit et puis le moment où on finit par recevoir les effets de nos destructions antérieures. Avec ce qu'on appelle le système Terre, évidemment, il y a un effet de décalage, et j'y reviendrai, il y a un effet de décalage qui est vraiment important. Je m'empresse de dire que certains critiquent la notion d'anthropocène, je peux très bien le comprendre. Et on va en proposer plein d'autres, notamment capitalocène, anglocène, enfin que sais-je. OK, toutes ces expressions-là ont leur légitimité. Il est clair que le système capitaliste prend une part énorme dans les destructions qui sont les nôtres aujourd'hui, mais ça n'est jamais d'ailleurs en fait qu'une des modalités, même si c'est peut-être la plus importante dans les systèmes modernes, une des modalités d'expression de la puissance et de la domination des uns sur les autres. Ça, c'est tout à fait juste. Ce n'est pas l'humanité à égalité qui est en quelque sorte responsable de cette situation. Mais en revanche, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est qu'en fait, c'est toute l'humanité, hein, c'est toute l'humanité qui va en subir les feux. Et en ce sens-là, je crois qu'il est bon de garder vraiment l'expression anthropocène. Ensuite, même si ce n'est qu'une partie de l'humanité, c'est quand même certaines potentialités du genre humain. Lorsqu'on dit que les hommes sont artistes, mathématiciens, que sais-je, eh bien, architectes, urbanistes, puisque ça vous concerne, bah, évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas toute la Terre entière qui veut devenir urbaniste. Non, on n'aura plus besoin d'urbanisme d'ailleurs. Et donc, mais en revanche, c'est bien une capacité humaine qu'on exprime dans son talent d'urbanisme. C'est pareil, si vous voulez, pour l'anthropocène. On a malheureusement exprimé certaines de nos capacités humaines. Alors, voilà, très grosso modo pour le décor. Vous voyez, les courbes montent au ciel, bien évidemment. Ensuite, après, dans la deuxième phase, malheureusement, c'est aussi un peu les dégâts qui vont monter au ciel. Là, je vous montre un autre schéma qui ne date pas d'aujourd'hui, du moins pour la partie pointillée. C'est un document qui apparaît en 72, hein, c'est le fameux rapport Meadows. Et là, ce que vous voyez sous les yeux, si vous ne regardez que les pointillés, eh bien, c'était un des scénarios retenus par les auteurs de ce fameux rapport Meadows, dont les Meadows, bien sûr, vu le nom. En fait, c'est le rapport au Club de Rome, c'est The Limit to Growth, les limites à la croissance, qui est remis en 72. Et c'est la première fois qu'on utilise un modèle mondial, si vous voulez. C'est le modèle de Forrester. Et on va modéliser la planète entière et l'évolution de la planète entière en retenant 6 paramètres, vous les avez sous les yeux. La seule courbe qui descend depuis le début et en continu, évidemment, c'est celle des ressources non renouvelables. Pour les autres, l'alimentation par habitant, les services par habitant, la production industrielle par habitant, la pollution globale et la population. Là, c'est l'inverse. On a en fait des courbes qui toutes s'inversent entre 2020 et 2040. Et donc, nous sommes au seuil de cela. Et ce que vous voyez en gras, alors c'est dommage, je n'ai pas une autre figure, celle-là est ancienne, puisque le gras s'arrête en 2000. En revanche, vous avez un article très célèbre qui a donné l'impulsion, beaucoup plus que Diamond, si vous voulez, au fait que le thème de l'effondrement se soit imposé. C'est le papier de Turner, un premier papier en 2008, un deuxième en 2012, et qui, si vous voulez, qui calculait et qui montrait qu'en fait, la marge d'erreur
jusqu'en 2012, mais vous pouvez la prolonger jusqu'à aujourd'hui, la marge d'erreur entre les pointillés et puis la réalité, c'est-à-dire les courbes en gras, eh bien, elle est systématiquement, excusez-moi, égale ou inférieure à 0,5%. C'est quand même pas grand-chose, hein. Et donc, effectivement, il y a de fortes chances que dans les 2 décennies qui viennent, on voit ce que les courbes nous montrent ici, c'est-à-dire on voit une redescente. Et je vous dirais que on a commencé évidemment à entrer dans cette période. Et pour moi, on a commencé à entrer dans cette période en 2018. Et vous allez voir pourquoi avec les différentes données que je vais vous exposer. Alors, très rapidement, ce que je voudrais faire, c'est tout d'abord vous rappeler un peu où on en est en termes de climat, en remontant aussi un peu au background scientifique, parce il est vraiment très important. Je le ferai de manière plus rapide en ce qui concerne le vivant, l'évolution du vivant entre nous, et de la biodiversité notamment. Et puis, je vous ferai un bref rappel de la situation où nous en sommes là encore, mais cette fois-ci concernant les ressources, et au premier chef, celles des ressources qui permettent l'exploitation des autres, à savoir, grosso modo, les énergies fossiles. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que aussi bien en matière de climat qu'en matière d'évolution du vivant, on est dans une phase d'accélération relativement inouïe. Et évidemment, c'est cette accélération qui fait qu'il nous est très, très difficile de réagir. Alors, cette accélération, pour l'exprimer de la manière suivante, tout se passe un peu comme si le temps très court de l'histoire, et vous allez voir par exemple pour la température, c'est tout à fait le cas, la température moyenne sur Terre, comme si le temps très court de l'histoire avait emporté avec lui le temps de la géologie. Mais en revanche, en ce qui concerne les effets, les effets de la rapidité destructrice à laquelle nous nous employons, eh bien ces effets-là, au contraire, ils restent de l'ordre du temps géologique, ce qui est évidemment beaucoup moins drôle. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je tiens évidemment toujours à garder, en dépit des critiques qu'on peut émettre à son encontre, à garder la notion d'anthropocène. Alors, rapidement, en matière, si vous voulez, de changement climatique, comme ce n'est pas votre spécialité, je vais faire un petit rappel d'histoire des sciences pour attirer votre attention sur certains points. En fait, c'est cette saga des connaissances qui va nous conduire à l'idée d'un effet de serre naturel. Elle commence par un voyage, elle commence par le voyage, enfin plus que le voyage, l'ascension par Horace Bénédict de Saussure, donc un savant genevois, à la fin du XVIIIe siècle, avec le français Balmat, le chamoniard Balmat, et quand ils vont tous les deux pour la première fois faire l'ascension du Mont Blanc. Ce dont se doutait un peu quand même de Saussure, c'est que plus je m'approche du Soleil, en tout cas sur Terre, hein, plus je m'approche du Soleil sur Terre et plus il fait froid. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la température au sol, elle n'est pas la conséquence directe du réchauffement solaire, elle en est la conséquence indirecte. Sans la présence de certains gaz dans les basses couches de l'atmosphère, eh bien, la température sur Terre serait de moins 18 degrés. Vous m'avez bien entendu, avec le chauffage solaire seul, sur une planète Terre qui serait dépourvue d'atmosphère et des certains gaz présents dans l'atmosphère, eh bien, il ferait moins 18 sur Terre. Alors, le premier de ces gaz, on n'y pense pas souvent, mais c'est la vapeur d'eau. Et on verra tout à l'heure à quel point c'est important. Le deuxième de ces gaz, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Alors, pourquoi mettons le CO2 en premier? Tout simplement parce qu'on a une relation qu'indirecte à la vapeur d'eau, alors qu'on a une relation très directe au gaz à effet de serre. Le troisième gaz, c'est le méthane, le quatrième, le protoxyde d'azote, et puis on a rajouté aujourd'hui des gaz que nous produisons, comme ceux dont on se servait par exemple pour les bombes aérosols, donc les CFC. Ça, c'est des gaz qui sont très, très puissants en termes de pouvoir de réchauffement. Ça peut aller jusqu'à 10 000 fois le pouvoir de réchauffement d'une molécule de dioxyde de carbone. Mais ça, ce sont des gaz artificiels qui n'étaient pas là avant la chimie de synthèse. Alors, c'est de Saussure qui lance ses recherches sur le réchauffement de l'atmosphère et à la surface du sol. Et plus on s'éloigne de la surface, évidemment,
plus ce réchauffement va diminuer. Il y a toutes sortes de grands savants, Pouillet, Carnot, etc., pour prendre les grandes figures de la science française du 19e. Mais c'est un Irlandais qui s'appelle Joseph Tyndall qui va, dans la décennie 1860, stabiliser ses connaissances. C'est-à-dire qu'on aura, pendant ces décennies, identifié tous les gaz, montré expérimentalement qu'ils piègent bien le réchauffement solaire de la Terre qui est restitué sous forme d'infrarouge. OK, et là, on a des connaissances qui sont stabilisées dans la décennie 60 du 19e siècle, et on a la théorie naturelle de l'effet de serre, enfin la théorie plutôt de l'effet de serre naturel. Et puis, il faut attendre la fin du 19e, le début du 20e, pour qu'un savant suédois, Svante Arrhenius, eh bien, se doute, mais se dise qu'au bout du compte, les consommations d'énergie fossile des êtres humains vont finir par faire évoluer le climat. Mais alors attention, on est fin 19e, début 20e, et Svante Arrhenius, quand il calcule ça, il calcule que les activités humaines vont finir par réchauffer la Terre de 4-5 degrés, il n'était pas très loin du compte, on le verra tout à l'heure. Eh bien, quand il calcule ça, évidemment, compte tenu, si vous voulez, de la consommation d'énergie fossile de l'époque, alors à l'échelle de l'Angleterre, elle est même très importante dès le début du 19e, mais en revanche, à l'échelle de la Terre, fin 19e, début 20e, et on pourrait pratiquement dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, nos émissions de carbone sur Terre, c'est peanuts. C'est très, très peu. Et là, Svante Arrhenius calcule que la Terre va se réchauffer à un rythme, et c'est très important, retenez-le bien, un rythme d'1 degré tous les 1000 ans. 1 degré tous les 1000 ans. Et donc ça, en fait, eh bien, c'est exactement le rythme de réchauffement naturel, géologique, ou de refroidissement, quand on passe d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire ou vice-versa. Vous savez, pendant les 2 600 000 ans qui nous ont précédés, ce qu'on appelle l'ère quaternaire, parce que vous avez la glace au pôle, eh bien, on a cessé d'alterner entre des interglaciaires courts, en gros 20 000 ans, et des glaciaires longs, en gros 80 000 ans. Et ce rythme d'augmentation ou de baisse de la température, c'est celui qui s'imposait, sauf accident, parce qu'il y avait des accidents, mais tout à fait naturels. Les êtres humains de l'époque n'y avaient aucune part. Eh bien, on est sur ce rythme naturel. Or, vous allez voir, c'est vraiment très différent aujourd'hui. Avant de le développer tout à l'heure, cette accélération, si vous voulez, des choses, vous allez voir, je vais vous l'indiquer maintenant, cette accélération, d'une certaine manière, on la constate aussi pour l'érosion des espèces. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que les espèces disparaissent sur Terre, et même que ce n'est pas la première fois que le climat change, mais ce qui fait vraiment que c'est la première fois, dans les deux cas, c'est que c'est extrêmement rapide. On va y revenir pour le climat, j'ai déjà attiré l'attention là-dessus, mais pour la vie, c'est pareil. Quand vous regardez, par exemple, la 5e et dernière avant la nôtre extinction de masse, ça a duré largement plus de 100 000 ans, voire plusieurs centaines de milliers d'années. Là, aujourd'hui, c'est en quelques décennies, vous verrez les chiffres que je vous donne tout à l'heure, en une décennie, par exemple sur les insectes, il y a un effondrement des populations d'insectes. C'est foudroyant. Et là encore, c'est pourquoi il est intéressant de garder la notion d'anthropocène. Alors, voilà, je vais aller. Bon, je vous rappelle quelque chose, je vous donnerai le détail des températures tout à l'heure. Je vous rappelle simplement des petits détails qui peuvent être intéressants pour vous. C'est que, faites attention, on peut compter soit en carbone, soit en dioxyde de carbone. Et quand on compte en carbone, par exemple, on émet grosso modo chaque année 10 gigatonnes, c'est-à-dire milliards de tonnes de carbone. Si je traduis ça en CO2 ou en équivalent CO2, c'est 40. Et à ça, on ajoute une douzaine encore de gigatonnes avec les incendies de forêt et d'autres choses de ce type-là. Ensuite, évidemment, toutes les dernières années ont été plus chaudes les unes que les autres. Cela dit, l'année 2016, c'était une année El Niño, elle a été plus chaude que les années juste après, mais il est fort probable maintenant, on aura le résultat sans doute en février ou en mars, que l'année en cours, l'année 2020, aura été plus chaude que 2016. Auquel cas, ça nous ferait encore refranchir 1 ou 2 dixièmes en moyenne. Alors, OK, à part en 2019, on a eu une augmentation des émissions sur Terre qui est tout à fait régulière. Alors, j'en arrive maintenant à ce schéma-là qui vous indique pour la courbe du haut le réchauffement. Alors, en fait,
je vais à peine accroître parce que on n'avait pas les toutes dernières estimations, mais en fait, la température s'est réchauffée jusqu'en 2019. On dira bien pour 2020, probablement ça sera plus, mais jusqu'en 2019, la température s'est réchauffée par rapport à une moyenne qui est celle de la température dans la seconde moitié du 19e siècle. Elle s'est réchauffée d'un degré et un dixième. Alors, sur ces 1 degré et 1 dixième, vous avez 2 dixièmes qui viennent de la, de la fin du. C'est la queue de comète de la fin du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire sur Terre a commencé au tout début du XIIIe siècle. En Europe, il est sensible au début du deuxième tiers du XIVe siècle, ce qui explique que, par exemple, que la peste noire en Europe de l'Ouest ait fait autant de morts entre 1347 et 1349. C'est une personne sur deux qui a péri parce qu'elle a touché des populations qui étaient largement dénutries depuis 20 ans. Et donc, OK, on a ça. Ensuite, on a un plateau. Vous le voyez, le plateau, c'est grosso modo de 40 jusqu'à la fin des années 70. C'est facile à comprendre, ce plateau. En fait, quand vous émettez une molécule de gaz à effet de serre, eh bien, elle n'exprime rapidement qu'un tiers de son pouvoir de réchauffement. Les 2 autres tiers de son pouvoir de réchauffement, c'est important que vous compreniez ça, elle va les exprimer au cours des décennies qui vont suivre jusqu'à concurrence grosso modo d'un siècle. Et c'est en fait des rétroactions positives qui vont permettre de comprendre ça. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que la vapeur d'eau était le premier des gaz à effet de serre. Eh bien, je mets, enfin, là, on a enrichi de 40%, un peu plus même maintenant, le contenu de l'atmosphère en dioxyde de carbone. Bon, ben, évidemment, ça fait que ça chauffe, on va y revenir, et donc, du coup, vous avez plus de vapeur d'eau. Si vous avez plus de vapeur d'eau, comme la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, ça veut dire que l'incidence du CO2 sur la vapeur d'eau fait qu'il fait plus chaud. Mais comme la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre, ben alors s'il fait plus chaud, il y aura plus, enfin plutôt, comme elle est un gaz à effet de serre, s'il fait plus chaud de ce fait-là, eh bien en fait, il y aura aussi plus de vapeur d'eau. Le surcroît de chaleur fait qu'il y a plus de vapeur d'eau, etc. Et vous montez en boucle. De même, quand vous regardez la calotte estivale de l'Arctique, eh bien, la calotte elle est de couleur claire, elle renvoie le rayonnement solaire dans l'atmosphère. Quand le clair de la calotte est remplacé par le sombre de la mer, bien évidemment, le sombre de la mer, lui, absorbe la chaleur. Donc, plus il y a de mer, moins il y a de calotte. Moins il y a de calotte, plus il y a de mer, plus il y a de mer, moins il y a de calotte. Et on monte en spirale. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc, on a ce plateau, et ensuite, ça augmente de façon très rapide à compter de la fin des années 70. Et donc, en 40 ans, on a une augmentation de la température de grosso modo 9 dixièmes de degré, c'est-à-dire pratiquement 1 degré. En 40 ans, on a ce qu'on a normalement en 1000 ans. Donc, vous imaginez bien que la vie ne peut pas s'adapter dans ces conditions-là. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et maintenant, vu ce que je vous ai dit, que quand vous mettez des molécules, elles n'expriment pas la totalité de leur pouvoir de réchauffement, ben voilà, ça vous permet de comprendre qu'on est à 1,1, peut-être qu'on sera à 1,2, 1,3 l'an prochain. Mais en tout cas, on sera très probablement à plus de degrés, toujours par rapport à la moyenne de la seconde moitié du 19e siècle, dès la décennie 2040. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Nous l'avons déjà décidé. On ne peut plus l'empêcher. C'est fait, c'est dans les tuyaux et ça va s'exprimer. C'est ça qu'il faut absolument comprendre dans ce sujet. Je dégrade, je n'ai pas les effets immédiatement de mes dégradations, je les reçois 20 ou 30 ans après, en tout cas pour le climat. Et ça, c'est fondamentalement important. Alors, presque 1 degré en 40 ans, et on s'attend à pratiquement aussi encore 1 degré, cette fois-ci en moitié moins de temps, en 20 ans. Donc là, vous avez les différents scénarios, et là, effectivement, dès 2040, vous aurez les fameux 2 degrés. Et après, évidemment, selon ce qu'on va faire, les courbes peuvent changer du tout au tout, et on reviendra sur ce qu'on doit faire. OK. Là, très rapidement, bien, vous avez, si vous voulez, comment dire,
si on voulait écouter le GIEC, hein, eh bien, en fait, il faudrait réduire les émissions mondiales. Alors là, on vous parle des 1,5 degrés, mais c'est foutu. Hein, c'est maintenant 2 degrés. Et en fait, on peut adopter à peu près le même raisonnement. Si on voulait ne pas exploser les 2 degrés, il faudrait qu'à l'échelle mondiale, on réduise nos émissions dans les 10 ans qui viennent de 58%. Ce qui signifie, disons grosso modo de moitié, ce qui signifie que pour les réduire de moitié en, en 10 ans, bah, c'est maintenant qu'il faudrait commencer à se mettre les pas dans les starting blocks, évidemment pas en 2028 ou en 2027. OK, là, si je prends un exemple pour vous montrer une chose que les modèles n'ont pas bien anticipée, parce que les modèles, ils sont plus sur des tendances, ils n'arrivent jamais à vous indiquer, même en fait, on le voit là, la fourchette des événements, en tout cas pas suffisamment. Les modèles nous ont bien indiqué qu'on allait vers le réchauffement. Effectivement, grosso modo, le lien entre le degré de concentration et le réchauffement, c'est à peu près ce que les modèles nous disent. En revanche, là où ils ont énormément, mais pas en tout point, énormément sous-estimé les choses, c'est sur les aléas. Les aléas sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus intenses. Les aléas, c'est tous les événements extrêmes climatiquement parlant, c'est les vagues de chaleur, les vagues de sécheresse, les cyclones, les tempêtes, les feux, alors maintenant avec les méga-feux, les inondations extrêmes, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Et là, si on regarde le coût moyen couvert par les assurances aux États-Unis, on est à 3 milliards en 80, dans la décennie 80. Et par exemple, avec Harvey en 2017, on était jusqu'à 200 milliards. On est en moyenne un peu en dessous. Et donc, alors, ce n'est pas que ces aléas qui expliquent ça, c'est aussi le fait qu'entre-temps, on a beaucoup construit une infrastructure, notamment informatique. Mais quand même, ça aurait fait multiplier par quelques milliards. Là, c'est pas, on n'a pas ajouté quelques milliards. Hein. On est passé de 3 à 200. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut bien que vous compreniez, et je vais surtout exprimer ça, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est, et je vais y revenir après, c'est que la conséquence du changement climatique, si vous avez à dire ça à quelqu'un, ou plutôt les conséquences du changement climatique, c'est des modifications, allant évidemment vers le pire, de l'habitabilité de la Terre. En d'autres termes, le changement climatique, ça signifie que la Terre sur laquelle vous habitez va devenir de moins en moins habitable. C'est tout simple, c'est ça. Je vais vous l'exprimer tout à l'heure. Mais je reviens sur mon année 2018. Pourquoi l'année 2018 ? Bien, tout simplement parce que cette année 2018, c'est celle où, même pour les populations civiles des pays industriels, eh bien, le changement climatique commence à être très sensible et il devient très sensible pour tout le monde, pour tout le monde dans l'hémisphère nord et aussi pour tout le monde dans l'hémisphère sud. Si vous voulez, auparavant, quand vous aviez une canicule, elle était en général assez circonscrite et la température était standard ou même inférieure ailleurs. Depuis 2018, non. On a des vagues de chaleur quasi continues durant, disons, grosso modo, d'avril jusqu'à octobre. Et puis, et c'est à peu près la même chose, mais à l'inverse, hein, pour évidemment l'hémisphère sud, puisque là, l'été, et lorsque nous avons l'hiver. Et dans les deux cas, on a ce fond de chaleur. Ce fond de chaleur continu, et avec maintenant des événements extrêmes, alors qu'ils viennent de vraiment extrêmement extrêmes, si j'ose dire. Là, vous prenez les températures. Hein, en juin 2019, donc il y a un peu plus d'un an, dans un petit village de l'Hérault, pas très loin d'où vous êtes, la température est allée jusqu'à 46 degrés. En région parisienne, un mois plus tard, en fin juillet l'an dernier, elle a atteint les 43 degrés, 42,6 à Paris. En Allemagne, à peine moins, 42,5, 41,8 en Belgique. Et au bord de la mer du Nord, c'était quand même encore 40,7. Et comme vous le savez, cet été, on a eu dans le cercle arctique, et pas tout au sud, déjà un peu au nord et à l'extrême nord de la Sibérie, on a eu jusqu'à 38 degrés au nord de la Sibérie. Et donc, effectivement, et le maximal, le record absolu sur Terre, c'est 54,4. Ça, c'est la vallée de la mort en Californie. Mais en fait, maintenant, on est obligé de, si vous voulez, de calculer, de comptabiliser plus exactement. Évidemment, les jours de plus de 45, ça commence à devenir fréquent, mais même sur Terre,
et dans des endroits qui ne sont pas des déserts, hein, je ne vous parle pas de la vallée de la mort de la Californie, mais on est obligé de commencer à comptabiliser les lieux et les jours où on a entre 49 et voire plus de 50 degrés même. Et ça, évidemment, c'est un changement radical dans la donne. Alors, là, vous voyez par exemple l'augmentation ces dernières années des jours au-delà de 29-30 degrés. Mais si vous projetez un peu dans le temps, un petit peu plus loin, ben, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire que là, effectivement, même les jours à plus de 35 commencent à devenir importants. Et là, on est sur un scénario optimiste, hein. On n'est pas sur mes, c'est vieux ça, on n'est pas sur mes 2 degrés en 2040. En fait, la décennie 2040, vous aurez dans les différentes capitales européennes, et je pense que ce sera franchement pas mieux, hein, pour l'Afrique du Nord, bah, vous aurez un nombre de jours au-delà de 40, au-delà de 45, et en fait des maxima tous les étés, des maxima qui vont s'échelonner entre 40 et 50 degrés. Autant dire que nos villes aujourd'hui sont absolument pas appropriées pour une telle température. Moi, je me souviens, c'était en mai 2003, ça date pas d'aujourd'hui. Mai 2003, c'est pas la canicule des 15 premiers jours d'août, hein, c'était une canicule qui juste avant, 2 mois, enfin un mois, non, 2 mois avant. Et là, la température était montée un peu plus de 40 à Paris. Et je me souviens d'avoir reçu un collègue qui venait de Bangalore, qui était un Indien d'Inde, et il m'avait dit, mais plus jamais je ne reviendrai dans cette fichue ville de Paris en crève de chaud. Alors là, je vous assure que ça m'a fichu un coup, parce que lui qui habitait Bangalore, je ne pensais pas qu'il me dirait ça. Mais bon, alors voilà par exemple, avec une température de 4 degrés 5, on peut très probablement atteindre, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, le business as usual nous y conduit directement. Bah, la canicule de 2003, ça serait une période extrêmement froide, bon, fraîche en tout cas. Euh, Là, vous avez un exemple des inondations d'Arvel. Bah, c'est simple à comprendre, hein. Ces inondations-là sont gigantesques. Elles touchent maintenant des zones urbanisées très, très vastes. Et du coup, bah, toutes les infrastructures sont fichues et les coûts sont gigantesques. Si on avait aujourd'hui, parce qu'entre-temps, il y a eu les lacs de la forêt d'Orient, mais si on avait une inondation en France qui serait l'équivalent de celle de 1911, eh bien, on aurait pour la France un coût qui équivaudrait à 28% du PIB. Autant vous dire que ça serait bien pire que la Covid, juste une seule inondation. Alors, là, c'est pour vous montrer la mer de glace. J'aurais pu vous montrer le glacier d'Aletsch, hein. En fait, à la fin du siècle, il ne reste pratiquement rien, la mer de glace. Il reste le glacier d'Aletsch, c'est pareil. Il reste quelques petites mouches de glace. C'est vraiment spectaculaire. Quand vous allez sur place, c'est archi spectaculaire. Parce que c'est la langue qui descend très rapidement chaque année. Et en quelques années, c'est moins de 100 mètres. C'est absolument effrayant. Là, évidemment, bah, quand vous avez des sécheresses des vagues de chaleur, vous avez évidemment un pullulement des parasites. Là, c'est le scolite, hein. Là, vous allez le voir progresser. Là, on est du côté de Vancouver, en Colombie-Britannique et en Alberta. Vous voyez le front, puis vous allez voir ce que ça donne après. Alors, des scolites, vous en avez aussi en France, hein, bien sûr, dans tous les forêts de résineux. Et ça vous donne ça, hein. Et maintenant, dans la forêt française, on a des endroits où ça ressemble à ça, hein, et où on a une forêt qui dépérit à vitesse grand V avec des forestiers qui savent pas quoi replanter, en fait. C'est méchant ce qui se passe avec la forêt, parce que si vous regardez la sécheresse de 76, ça ne date pas d'aujourd'hui, bien ces effets se sont fait sentir durant toute la décennie 80. Et on a compris qu'au début de la décennie 90, que ce qu'on appelait le dépérissement forestier, notamment en Allemagne dans les années 80, était aussi une suite de la sécheresse de 76. Donc ça annonce, là, 76, c'était une sécheresse. Nous, on a eu 3 sécheresses de suite. Je ne vous dis pas dans quel état vont se retrouver nos forêts. Là, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on n'a pas anticipé les événements extrêmes. Là, on a le cyclone Ophelia. Comme vous le voyez, c'est un cyclone qui commence au nord de l'Espagne et qui va jusqu'au nord de la Finlande. À l'époque, 2017, vous n'avez aucun modèle qui est capable de le modéliser. On ne s'attendait pas du tout à ce que dans l'Atlantique nord-est, on ait un phénomène à cette latitude. Et pourtant, on avait eu Sandy juste
jusqu'à 4 ans avant, 2013. Alors, là, c'est pour vous montrer, c'est pas simplement le stress hydrique, hein. Ce que vous avez en rouge, avec 2 couleurs de rouge, en partant de l'orange, même 3, mais en incluant l'orange dedans, c'est pas les zones de sécheresse, hein. Les zones de sécheresse, elles devraient être une grande partie de la Terre sur l'année, mais en revanche, c'est la rapidité du changement du régime des pluies dans ces régions. Et je vous rappelle que le changement du régime des pluies, les événements extrêmes, la température moyenne et le retrait du trait de côte avec l'élévation du niveau des mers, c'est les 3 grandes conséquences directes du changement climatique, hein. Je le répète, élévation de la température moyenne, changement du régime des pluies, des événements extrêmes et plus nombreux, et un trait de côte qui recule, du fait de la montée du niveau des mers, qui n'est pas homogène d'ailleurs sur l'ensemble de la Terre, qui n'est pas sphérique, comme vous le savez, elle est assez bosselée quand même. Alors, ensuite, bah oui, très rapidement, si vous voulez, surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 2 degrés, c'est un franchissement de 2 seuils. Et on les atteint en 2040, hein, dans 20 ans, peut-être même un peu avant, mais normalement autour de 2040. Eh bien, c'est un seuil qui a 2 sens. Le premier sens, c'est que depuis que dure le Quaternaire, depuis 2 600 000 ans, évidemment, l'ensemble des espèces se réfugiaient pendant les ères glaciaires de 80 000 ans, se réfugiaient entre les tropiques. Et là, entre les tropiques, durant les ères glaciaires, la température n'a jamais excédé la température moyenne sur Terre de la seconde moitié du 19e siècle de 2 degrés. Or, ces 2 degrés, je vous l'ai dit, on les atteint en 2040, et vu comment on se comporte, il y a de fortes chances qu'on les excède largement. Et donc, voilà, ça nous fait sortir de l'ère, enfin, de la zone de confort, si vous voulez, en quelque sorte, à laquelle toutes les espèces qui vivent sur Terre sont adaptées. Ensuite, c'est à partir de ce seuil d'augmentation de la température qu'on pourrait avoir, si vous voulez, un peu une forme d'emballement du système. Une forme d'emballement du système. Emballement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température moyenne sur Terre finirait par évoluer de façon disjointe, déconnectée, sans aucun contrôle de nos émissions, du fait des rétroactions positives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ça ne serait pas génial. Ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse qui est loin d'être absurde, malheureusement. Alors, là, je vais y aller direct, je laisse tomber ça, vous verrez après avec les slides, mais en fait, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est que la Terre devient de moins en moins habitable. On va commencer par un truc tout bête. On va commencer par les inondations dont vous n'êtes pas loin. Hein, celles d'il y a quelques semaines dans la vallée de la Roya et dans la vallée de la Vésubie. J'étais moi-même dans la vallée de la Roya en juillet dernier. Et là où on voit un cliché qui a beaucoup circulé, on voit un immeuble dont un coin se situe sur l'ex-route principale, mais maintenant le sol est 5-6 mètres en dessous. Moi, j'étais 5-6 mètres au-dessus, quand la route existait encore. Et donc là, vous avez eu, et il est déjà arrivé plus, hein, mais vous avez eu plus de 500 mm d'eau par mètre carré en quelques heures, ce qui pour la région est plutôt les précipitations d'une année. Donc là, évidemment, en quelques heures, avec des vallées extrêmement encaissées, et évidemment, les destructions sont totales. Vous avez un modèle qui a été mis au point dans la décennie dernière qui montrait ça, si vous voulez, et surtout, pas les conséquences, hein, mais qui nous montrait qu'on aurait affaire à ce genre de choses, et qu'on augmente de 20% la fréquence et la violence des phénomènes par degré d'augmentation. Donc, ça veut dire que assez rapidement, vous ne pourrez plus reconstruire au fond de la vallée. Ça n'aura plus aucun sens. Si je vous donne, il y a quelques années, je crois que c'était avec le cyclone Irma, il y a jusqu'à la gendarmerie en dur, en briques de Saint-Barthélemy qui avait été rasée par le cyclone, par l'ouragan. On a reconstruit, mais franchement, on sait, ça va devenir chronique. À quoi bon reconstruire? Donc, vous voyez bien, là, on commence déjà à comprendre qu'effectivement, il y a des régions qu'on ne va pas plus pouvoir habiter. Évidemment, si le niveau des mers augmente entre 1 et 2 mètres, c'est la fourchette que va publier prochainement le GIEC dans son prochain rapport, entre 1 et 2 mètres, probablement plus près des 2 que des 1, là, vous imaginez bien que l'habitabilité de la Terre, au sens strict du terme, diminue énormément.
Et ça, c'est que le début d'une montée des eaux sur des millénaires. Et donc, bah voilà, vous comprenez bien, oui, bah évidemment, la Terre devient moins en moins habitable. Là, ça devient clair. Maintenant, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, mais je ne l'ai pas lu devant vous, mais si vous regardez la récolte de sorgho et de riz, c'est moins 66% durant l'été austral 2019-2020, puisque l'été pour eux, c'est l'hiver pour nous. Moins 66%. Là, en France, pour la récolte de céréales, cette année, on est à peu près, à pas mal d'endroits, à moins 40%. Hein. En revanche, pour les maïs, on est par endroits à plus de moins 60%, justement. On est sur des chiffres là qui ne sont pas très loin. Et là, on est au début. On est au début, je vous l'ai dit. Hein. Dans 20 ans, on va se faire payer encore 2 degrés. Et les effets ne sont pas linéaires. Ils ont tendance à augmenter plus on monte en élévation de la température. Et donc, ça veut simplement dire que dans les décennies qui viennent, on va avoir beaucoup plus de mal qu'on en a eu jusqu'à maintenant à produire notre nourriture. Et puis, allons encore plus loin. Vous allez le voir, à 2 degrés, vous allez voir qu'il y a déjà une partie de la Terre qui est difficilement habitable. Mais là, je vous donne autre chose. Si vous regardez la part de la Terre que les êtres humains occupent depuis des millénaires, elle est située dans une fourchette de température moyenne entre 11 et 15 degrés. 15 degrés, c'était la moyenne au 19e siècle. Et en fait, les techniques n'ont rien changé. La part de la Terre qui est habitable est restée la même. Or, en fait, là où pour le moment, une moyenne de 29 degrés n'existe à l'année que sur 0,8% de la surface terrestre, eh bien, c'est dans la seconde moitié du siècle, jusqu'à un tiers au bas mot de l'humanité qui serait confrontée à cette température. Autant vous dire que aucune personne de ce tiers de l'humanité n'y restera. Ce n'est pas vivable, tout simplement. Vous imaginez là les mouvements migratoires. Alors maintenant, autre chose, une autre manière d'analyser ça, ce n'est pas exactement le même angle, eh bien, c'est de se souvenir que nous sommes des machines thermodynamiques. C'est-à-dire que nous avons une température interne autour de 37 degrés, et si cette température interne s'élève trop, par exemple, si elle atteint les 41 degrés, ben, dès que vous dépassez un peu les 41 degrés, vous mourrez. Tout ce qui est vivant, et d'ailleurs ce qui est physique, hein, il y a toujours en général une échelle où le phénomène se produit. Si on change d'échelle, le phénomène ne se produit pas de la même manière. Ben, pour la vie, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas par la chaleur, par votre transpiration, excusez-moi, à évacuer la chaleur de votre corps, en tant que machine thermodynamique, évidemment, la chaleur s'accumule dans votre corps et vous mourrez. Et donc là, vous avez la courbe à partir de laquelle on décède. Quand on est à partir d'un certain seuil de concentration et de chaleur et d'humidité, ça devient en probabilité mortelle. Si on monte dans le seuil, c'est plus de la probabilité, c'est la certitude de mortalité en 7 à 8 minutes. Or, regardez bien les cartes. Dès 2 degrés, laissez tomber le 2100, ça n'a plus de sens, mais dès 2 degrés, ça c'est 2040, vous voyez que déjà dans les zones intertropicales, on a des zones non négligeables où on aura des jours et des jours, si ce n'est des semaines, où on aura cette situation. Et maintenant, évidemment, si on est complètement débile, eh bien, on peut se retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire, deuxième moitié du siècle, si on atteint, même si on flirte avec les 4 degrés, par là, c'est largement au-delà des tropiques. Les zones où la Terre est pendant plusieurs mois inhabitable. On n'y habitera plus, c'est tout. Donc, c'est ça le changement climatique. Donc, quand je vous parle d'habitabilité de la Terre, prenez-le au sens propre, hein, au sens totalement propre. Ça, je laisse tomber, le temps passe. Alors, en fait, je vais venir maintenant sur le vivant, si vous voulez, et on va regarder ce qui nous a le plus surpris ces dernières années, et on pourrait prendre à nouveau l'année 2018 comme une espèce d'année charnière, parce que c'est une de ces premières études qui a été publiée. En fait, on savait que pour ce qui est des vertébrés, on n'était déjà pas à la fête. Hein. On savait que les vertébrés sauvages sur Terre, c'est moins de 5% de la totalité de la biomasse des vertébrés sur Terre. Un tiers, c'est nous, et les 2 autres tiers sont nos animaux domestiques. OK, ça on savait, mais on se disait au moins
l'étage en dessous, en quelque sorte, juste au-dessus des micro-organismes, l'étage en dessous, les, les arthropodes, dont les insectes, voilà, ça reste correct, quoi. Voilà, les lumières commencent à clignoter, mais on n'est pas au rouge. Ben non, on est totalement au rouge, hein. Dans des zones protégées, en plus, ce n'est pas les zones de culture, c'est des zones qui sont entre des cultures. Une étude sur 27 ans, c'est énorme, nous a montré qu'on avait une baisse de 76 à 82% des insectes volants. Là-dessus, on a mesuré que les insectes volants. Et ça, c'était sur 27 ans. Maintenant, une autre étude plus récente, je vous donne celle-là, sur cette fois-ci, pas 63, mais 300 sites, toujours en Allemagne. Et là, on n'est pas que sur les insectes volants, on est sur toutes les petites bestioles articulées, les arthropodes, dont les insectes volants et non volants. Et là, on est dans les prairies, jusqu'à 78% de moins de prises, hein, d'animaux qu'on attrape, et 41% de moins pour les, comment dire, dans les milieux forestiers, et surtout avec plus d'un tiers de diversité spécifique en moins, et là, ce n'est que sur 10 ans. Donc, quand vous mettez les deux études en perspective, vous avez une suraccélération. Dans les dernières années, c'est franchement vraiment dramatique. Alors, là, ça vous donne l'Anthropocène. Je vais vite me dépêcher pour ce qui reste. Vous voyez bien, là où on a des points d'interrogation, c'est qu'on ne peut pas indiquer le seuil de dangerosité, mais vous voyez que pour le climat, que pour le vivant, avec un point d'interrogation et le rouge, que pour l'usage des sols, que pour l'usage de l'eau, et pas l'usage de l'eau encore, et pour les flux de phosphore et d'azote qui sont liés à nos activités agricoles, notamment le procédé Haber-Bosch, eh bien là, on a déjà dépassé la limite largement de dangerosité. On a dépassé le vert. En fait, on va dépasser aussi le vert pour l'usage de l'eau au maximum dans 15 ans et dans quelques années pour les océans. Donc, soit on ne dépassera pas pour l'ozone, soit on ne sait pas le calculer. Donc, en fait, on a vraiment été giclé en dehors de l'Holocène. On est vraiment dans l'Anthropocène. Alors, très rapidement, je vais aller très, très vite sur l'énergie qui permet l'exploitation des autres, c'est l'énergie fossile. C'est l'énergie fossile. Et en fait, aujourd'hui, on consomme par jour, à peu près sur Terre, 100 millions de barils. Sur ces 100 millions de barils, vous avez déjà 30 millions qui ne sont plus du pétrole conventionnel. C'est ce qu'on appelle des non conventionnels, c'est les huiles de schiste américaines, c'est le gaz de roche-mer, c'est les sables bitumineux de l'Alberta, c'est le pétrole offshore, c'est les huiles lourdes du Venezuela, etc. Et donc, en fait, pour le gros, qui est le pétrole conventionnel, ça fait depuis 2008 qu'on a un plateau. Et on s'attend à ce que ça redescende. Donc, vous voyez, là, l'estimation faisait redescendre avant 2020. Ben non, on n'a pas redescendu, mais on s'attend bien à ce que ça redescende. Et l'Agence internationale de l'énergie nous l'a encore dit. Et on peut pallier avec le non conventionnel, mais on sait que le non conventionnel a une profondeur d'exploitation qui n'a rien à voir, je vais très vite maintenant, avec le conventionnel. Si ça vous intéresse, on peut y revenir. Là, c'est pour vous montrer qu'on n'a jamais su faire qu'empiler des sources d'énergie, alors qu'en fait, il faudrait maintenant réduire l'énergie qu'on consomme. C'est ce qui fait qu'en fait, peut-être il y a un petit changement en 2019, on ne saura qu'après, mais peut-être. Mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a développé en renouvelable, si vous voulez, ça n'a pas économisé un gramme de CO2. On n'a pas encore atteint le seuil où ça peut devenir sensible. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous autres, les êtres humains, on n'est pas capable de produire de l'énergie. C'est ça, EDF. L'énergie, elle est constante dans le monde. C'est le premier principe de la thermodynamique. Non, ce qu'on sait faire, c'est la capter, c'est la transporter, la transformer. Je vous le donne en mille. La capter, la transporter, la transformer, ça consomme de l'énergie. Et en fait, ce qu'on appelle le taux de retour sur investissement énergétique, le ROI, là, le moment où il était le plus haut, ce n'est qu'avec le pétrole. Et ça a duré quelques décennies et ça redescend. À l'époque, j'investissais un baril, j'en retirais 100. Aujourd'hui, j'investis un baril, j'en retire pour le conventionnel entre 15 et 20, pour le non conventionnel entre 3 et 5. C'est donc une chute énorme. C'est ce qui vous explique les problèmes que la croissance connaît aujourd'hui, etc. Bon, sauf quand on est dans une économie de rattrapage. Là, c'est pour vous montrer que tout le reste est à l'avenant. Là, vous avez les ressources halieutiques en 1900, début du XXe siècle.
vous les avez un siècle plus tard. Ben voilà, vous étonnez pas quand on vous dit que dans 2-3 décennies, les océans seront remplis de méduses et il n'y aura plus de poissons. Alors, ça, je reviendrai plutôt dans la discussion. C'est un, comment dire, ça, c'est ce que le Bureau d'études français Belle Évolution avait traduit. Qu'est-ce que ça voudrait dire à techno constante si on devait réduire de moins 63% entre 2017 et 2030 nos émissions? Et 2017, on commençait tôt, hein, c'est déjà trop tard, on est déjà en 2020, on va être en 2021. Et donc, ben, vous voyez, sur nos habitudes individuelles, ça changeait sacrément. Hein. L'avion, ça devenait quelque chose de rare. Les biens et services, on en consommait jusqu'à 73% en moins. La mobilité diminuait de 76%. Le résidentiel, ben, ça devenait plus petit. Et on ne chauffait pas tout, en d'autres termes. Les vols, c'était résiduel. Et l'alimentation, on avait intérêt à pratiquement plus manger de viande, en tout cas un tout petit peu. Là, pour se redonner le moral, je vais très vite, mais ça, je reviendrai dans les questions parce que c'est vraiment important. Le bleu, c'est la satisfaction des besoins sociaux. Le vert, c'est l'empreinte écologique. Enfin, c'est un mélange entre empreinte écologique et limite planétaire, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. À gauche, vous voyez les États-Unis, c'est le pays obèse par excellence. Hein, on est à 5 planètes au prorata de la population nord-américaine, et pour ne même pas satisfaire tous les besoins sociaux. Et en plus, la nomenclature est mal faite, c'est la nomenclature de l'ONU. Il y a une connexion qui est assez simpliste et qui n'est plus vraie entre niveau de bien-être et degré de consommation. À la droite, vous avez le Sri Lanka, mais on aurait pu mettre le Costa Rica, ça aurait d'ailleurs été plus intéressant. Là, vous voyez qu'ils arrivent à satisfaire les besoins d'éducation, de démocratie, d'accès à l'énergie, certains besoins sanitaires, et tout ça largement en dessous de 0,8 planète. Alors ça donne de l'espoir. Ça veut dire qu'on pourrait tous vivre sur Terre avec sans doute un bien-être supérieur à celui du schéma de gauche, parce que bien-être aux États-Unis, je vous assure que ce n'est franchement pas le cas. Vous êtes noir, vous faites flinguer. Vous êtes pauvre, vous faites flinguer. Et puis, si vous êtes riche, vous êtes obligé de vous enfermer tellement vous avez la fausse des autres. Donc, franchement, degré de bien-être, zéro. Donc, non, c'est plutôt vers le deuxième schéma qu'il faut aller. Et en fait, bah oui, c'est une contrainte énorme dans un premier temps parce qu'on doit rompre avec certaines habitudes, mais au bout du compte, c'est sans doute un état de santé et un bien-être de la population qui est supérieur. Voilà, je suis allé au pas de course, mais du coup, on a vu tout ça et je vais pouvoir arrêter le partage d'écran pour vous voir. Voilà. Donc, je suis désolé, hein, je suis allé très, 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 très vite. Merci Dominique pour cette présentation des conséquences de l'accélération du réchauffement climatique depuis au moins l'après-guerre. C'est pas fait pour nous rassurer, bien évidemment. Surtout que quand en tant qu'urbaniste, on a à l'esprit l'explosion du phénomène urbain à l'échelle des pays du Sud, que cette explosion urbaine se traduit par l'augmentation des métropoles et des mégapoles, que cette explosion se fait aussi en parallèle, principalement en bordure de mer, sur les littoraux. Bref, quelque chose qui nous dit que l'avenir n'est pas des plus réjouissants, surtout que quand on vous entend, on comprend que tout est déjà joué ou quasiment joué pour les 30 prochaines années, et que c'est au-delà de ces 30 à 40 années à venir qu'il faut tenter d'imaginer les choses pour les corriger. Tout à fait, oui. Unique, avant de laisser la parole à la salle, moi j'aimerais bien quand même, au-delà du diagnostic que vous nous avez présenté, c'est peut-être évoquer, parce que je vous sais très pessimiste, mais en même temps voilà, porté par l'idée qu'on peut corriger malgré tout les choses. C'est peut-être dire les solutions qui vous semblent, ou les orientations vers lesquelles il faut à tout prix se diriger avec une très très grande urgence pour essayer d'infléchir les courbes que vous nous avez présentées, quoi. Tout à fait, hein, ça c'est très important. Effectivement, on a joué les choses jusqu'à 2 degrés. En revanche, ce qui se passe après n'est absolument pas joué.
Toute la difficulté, c'est que ça va en partie seulement, mais en grande partie, se jouer dans les 10 ans qui viennent. Et avec une situation géopolitique qui est quand même pas tout à fait favorable, disons que les populations, soit ont eu l'horrible idée de se donner des chefs de gouvernement et d'État, passez-moi l'expression, mais un peu zinzin. Hein, si vous regardez Trump, si vous regardez Bolsonaro, Erdogan, c'est quand même pas des lumières. Xi Jinping, c'est pas mieux, Poutine, c'est pas mieux, etc. Certains, comme Bolsonaro et Trump, font du déni des questions environnementales une ligne structurante de leur politique. Ce n'est pas forcément le cas des autres, mais en tout cas, l'intérêt des autres pour le sujet reste en général quand même assez mineur. Maintenant, oui, on verra, j'essaierai d'exposer un peu tout à l'heure à la faveur de certaines questions. Ben voilà, si on devait faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors maintenant, entendons-nous bien, ce n'est pas la fin de l'humanité. Hein. C'est en tout cas, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on rentre dans la deuxième phase de l'Anthropocène, la phase boomerang. Moi, je ne reprends pas du tout l'idée d'un effondrement, ça me paraît absurde. En revanche, on est déjà dans une dynamique d'effondrement, au pluriel, de chocs, et ces chocs, évidemment, vont continuer. Je vous l'ai dit, ils vont même augmenter dans les décennies qui viennent. Voilà, mais en même temps, encore une fois, ce n'est pas la fin de l'humanité. Et moi, si je regarde les choses, alors à plus long terme, hein, pas dans les 2 ou 3 ou 4 décennies qui viennent, mais si je regarde à beaucoup plus long terme, voilà, l'histoire humaine, elle va repartir et il faut bien voir ça en tête. Et il y a des aspects de ce départ, à mon avis, qui sont déjà là aujourd'hui. Mais pour, si vous voulez, un peu, disons, condenser en une formule la situation dans laquelle on est, je vous dirais que la meilleure situation, enfin la meilleure image possible, moi, me semble celle de la tragédie grecque. C'est-à-dire que, imaginons que l'humanité soit Édipe, et là, on a le cœur, et le cœur, c'est quoi? C'est le GIEC, c'est l'IPBES qui raconte à l'humanité, mais attention, chère humanité, tu ne vas pas tarder à oxyre papa et épouser maman. En fait, on a déjà épousé maman. Enfin, non, excusez-moi, on a déjà oxy papa et on s'apprête à épouser maman. Bon, épouser maman, c'est aller au-delà des 2 degrés. Et donc, on est vraiment dans cette situation-là. C'est-à-dire que les choses étaient données à l'avance, elles ont été dites, ressassées. On n'en a tenu aucun compte. Et effectivement, maintenant, on va recevoir la monnaie de notre pièce. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, même si on va connaître des décennies, sans doute, qui seront quand même, dans l'histoire humaine, assez spéciales. Alors, est-ce qu'il y a des questions alors, dans la salle ou au travers des personnes qui sont avec nous sur le chat? Il y a 2 possibilités hein, pour ceux qui sont à distance. Soit c'est effectivement d'utiliser le chat, soit c'est de demander la parole et à ce moment-là, voilà, vous ouvrez votre micro. Marie-Laure Lambert. Ah. Marie-Laure Lambert, donc une de nos collègues qui a une question. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence effectivement passionnante. Donc, je suis maître de conférence pas en urbanisme, mais en droit de l'environnement. Ah, très bien. Voilà, donc je m'attelle à cette tâche depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis ravie de voir que les masters en droit de l'environnement font toujours salle pleine. Donc, c'est la preuve quand même qu'il y a une prise de conscience de certains étudiants, pas tous. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je vais peut-être en garder simplement 2 pour ne pas monopoliser la parole. La première, alors j'ai raté le début parce que je me suis trompée de lien. Bon. Est-ce que je ne sais pas si vous avez parlé du lien entre les chiffres de la population et la surconsommation de ressources. C'est une question qui peut être très instrumentalisée par des gens pour lesquels la solution de facilité, c'est de dire on est en surpopulation, suivez mon regard vers les pays du Sud, et donc c'est ça qui crée la surconsommation de ressources. On sait bien que d'un autre côté, c'est plutôt les 1% les plus riches de la planète qui pillent énormément les ressources. Donc, quelle est
position de philosophe ou les éléments que vous pourriez nous apporter en termes de discours pour essayer de dégager le vrai du faux et d'avoir une position ou des arguments pertinents face à ces deux façons peut-être de caricaturer le sujet de la population. Et deuxième question qui est un peu dans le même sens et qui poursuit ce que disait Emmanuel, l'explosion urbaine, effectivement, notamment dans les pays du Sud, est-ce que le modèle finalement de la grande ville qu'on a vu un petit peu en échec, notamment pendant la crise du Covid qu'on vient de subir, quoi, le confinement. J'en ai été une des premières victimes en étant confinée à Marseille en plein centre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre deux fois. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir et la question peut s'adresser aussi à Emmanuel, est-ce qu'il y a des... Alors, il commence à y avoir des articles sur les villes en décroissance, sur peut-être un exode qui partirait des villes. Est-ce que vous avez des éléments dans vos recherches qui pourraient montrer que, effectivement, ça peut être un mouvement qui peut-être pas se généraliserait, mais en tout cas s'accélérerait? Et quel peut être ensuite l'impact d'un tel mouvement sur la consommation des sols, des ressources et des espaces vitaux à l'extérieur des villes? Voilà, merci beaucoup. Merci pour ces excellentes questions. Alors, je vais répondre à la première. La réponse est très claire. Les premiers facteurs de destruction, ce sont les substrats énergétiques et matériels de nos modes de vie. Si on prend par exemple le CO2 et le climat, c'est très clair. Les 1% les plus riches de la Terre émettent 15% des émissions, j'arrondis un peu, et les 10% les plus riches émettent à eux seuls 50% des émissions. En revanche, les 50% les plus pauvres n'émettent que 10% des gaz mondiaux à effet de serre. Donc, le premier facteur de destruction des équilibres du système Terre, c'est la consommation des plus riches. Voilà, ça, la réponse est archi claire. Maintenant, ça ne veut pas dire du tout, évidemment, que la démographie ne prenne aucune part au problème. Elle compte beaucoup en termes de biodiversité et en termes effectivement de réduction de la part sauvage. Et ça, c'est simple à comprendre. Autant vous pouvez avoir des écarts énormes entre un riche et un pauvre en termes de flux de matière et de flux d'énergie. Vous prenez par exemple en moyenne un Africain, si on mesure si on mesure les flux de matière liés à l'extraction que ces achats suscitent, c'est entre 3 et 5 tonnes. Un Américain, c'est entre 20 et 25. Donc, vous voyez, là aussi, on retrouve des écarts énormes. Maintenant, en revanche, si vous regardez la nourriture, oui, un très riche peut se nourrir un peu plus qu'un pauvre, ça c'est assez clair. Mais s'il mange 6000 calories par jour, je ne lui donne pas long pour avoir des accidents de santé probablement mortels. En gros, en revanche, on a tous besoin de la même surface pour régénérer notre air et pour nous nourrir. Et donc là, chaque individu qui naît pèse sur le vivant mondial. Donc, le premier facteur de destruction, c'est la richesse, mais je ne peux pas faire comme si la démographie n'avait aucune importance. Alors évidemment, quand vous multipliez les deux, bien sûr, c'est important. Alors voilà, maintenant, là où la chose est très claire, c'est que la question démographique, elle se règle toute seule. Partout, les 2 milliards d'êtres humains supplémentaires qu'on attend, c'est en Afrique et c'est en fait dans les familles les plus pauvres et les plus mal éduquées. Si on voulait vraiment faire que ces enfants n'adviennent pas, on sait très bien ce qu'il faudrait faire et on ne le fait pas. Et partout ailleurs, on a au contraire un taux de fécondité qui est franchement parti à la baisse. Et en fait, on aura peut-être un sommet démographique au milieu du siècle, donc dans assez peu de temps, dans une vingtaine d'années. Mais selon toute vraisemblance, sans même parler des accidents dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou plutôt des tendances noires dont je vous ai parlé tout à l'heure, même sans ça, la tendance est plutôt à une baisse de la démographie mondiale. En revanche, là, on ne voit pas la baisse venir, c'est sur nos consommations. Et c'est pourtant là qu'il faudrait baisser, et très vite. Et là, c'est les plus riches qui ont la part de responsabilité
écrasante de façon évidente. Alors, voilà pour la réponse à la première question. Pour la réponse à la deuxième question, bah, non, on n'a par paresse toujours dit qu'on était sur un phénomène d'urbanisation constante. Là, on a un peu plus la moitié de l'espèce humaine qui vit dans des villes et on s'attendait à ce que dans 20 ans, il y ait 80% de la population qui vit dans les villes. Alors ça, pour ma part, je n'y crois absolument pas. Peut-être là déjà, après la Covid, vous avez 24 ou 26%, je ne sais plus, des franciliens qui ont des velléités de départ. Il y a déjà une petite amorce, mais franchement, les villes européennes avec des semaines à 40 degrés, sincèrement, je ne vois pas bien qui va vivre là. Et si on veut réagir à ça, ça signifie qu'il faudrait alors végétaliser, mais pas de manière douce, hein, de manière assez brutale, détruire même des quartiers pour faire des petits îlots forestiers. Hein, vous savez qu'entre la grande banlieue, là où on retrouve de la verdure, et puis les zones minérales de la ville, au-delà même du centre-ville historique stricto sensu, la température, elle peut varier de 3 à 8 degrés. Donc, c'est vraiment énorme. Hein. Et donc, si on n'a pas ce genre d'adaptation, les villes seront tout simplement absolument invivables. Et moi, j'aurais plutôt tendance à parier, on verra bien si l'avenir me donne raison ou tort, mais j'aurais plutôt tendance à parier sur un phénomène qui va être largement distribué, non pas d'exode rural, mais d'exode urbain. C'est-à-dire des mégapoles qui vont voir une partie de leur population partir pour plein de raisons. Et les raisons sanitaires, comme probablement la Covid ne sera pas le dernier amusement qu'on aura dans le genre, vous aurez la chaleur, vous aurez les problèmes, peut-être des problèmes de délinquance, des problèmes politiques, vous aurez des problèmes de désorganisation divers, vous aurez les questions de chaleur et de sécheresse, vous aurez tout un tas de facteurs qui vont probablement faire que si vous voulez, on va voir les métropoles, en tout cas, inverser leur courbe démographique par rapport à ce qu'on connaît depuis plusieurs décennies. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va à la campagne, parce que là, hein, on ne va pas faire Alphonse Allais, on ne va pas reconstruire les villes à la campagne. Et ça voudrait dire, dans un premier temps, qu'en fait, les petites villes et les villes moyennes, au contraire, peuvent un peu croître, peuvent croître. Je vois un pays comme la Suisse, vous avez une distribution de la population qui est très différente de ce qu'on connaît en France et ailleurs en Europe. La seule grosse ville, c'est Zurich. Zurich, c'est Lyon. Genève, c'est Strasbourg. Et puis, partout ailleurs, vous avez plein de... Enfin, non, le Bâle et Lausanne, ça reste important, mais Lausanne, je ne sais pas, avec la conurbation, c'est peut-être 250 000 personnes. Mais vous avez plein de petites villes à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 habitants. C'est peut-être plutôt ça qu'on voit si vous voulez, qu'on voit se profiler. On verra bien. Mais en tout cas, moi, je ferais plutôt ce pari-là, si vous voulez, et je ne crois pas du tout au fait de continuer la tendance 20e siècle. C'est vraiment pas comprendre ce qui nous arrive dessus, qui fait que c'est très, très différent de ce qu'on a vécu. D'autres questions, Marie-Laure, si tu as d'autres questions. Hein. Sinon, au travers de ceux qui sont en visio, dans la salle, les étudiants. Oui, deux questions. Vous entendez, Dominique? Oui, j'entends très bien. Oui. C'était juste pour savoir si la crise sanitaire avait eu un impact sur le processus d'effondrement ou pas, avec la baisse de la production et de la consommation mondiale. Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, je vous l'ai dit, si vous voulez, le processus d'effondrement, je ne le maintiens pas. Pour moi, enfin, le processus, si, je peux le comprendre, mais il faut vous disiez effondrement au pluriel, si vous voulez. Ce en quoi moi je ne crois absolument pas, c'est le schéma à la Yves Cochet. C'est-à-dire du jour au lendemain, tout est effondré sur la terre entière, vous ne trouvez plus un yogourt dans le moindre supermarché. Déjà, il n'y a pas des supermarchés partout, et puis vous avez des contextes locaux et géographiques qui sont très, très différents. Cette idée-là ne me semble pas avoir de sens. Et même dans un pays comme la France, même si ça allait encore plus mal, vous auriez quand même des formes de réaction très différentes suivant les territoires.
moi, je ne crois pas à la disparition de l'État et, si vous voulez, dans les décennies qui viennent. Plus que croire, ce que je sais, c'est qu'effectivement, nos sociétés vont subir des chocs plus importants. Et puis, évidemment, ces chocs, ils vont réagir différemment en fonction d'autres déterminants sociaux, si vous voulez. Là, pour le moment, on a quand même un écart dans la population française qui est assez étonnant quand on regarde la jeunesse, quand on regarde la partie de la jeunesse qui a averti des problèmes dont je vous ai parlé, et la partie qui ne l'est pas, quoi. Là, et je trouve que c'est pas sain du tout. Pour le moment, on peut voir ça au travers du manifeste là, pour le réveil écologique qui a été lancé par les étudiants des grandes écoles et les étudiantes. Vous regarderez qu'ils sont plus de 30 000 aujourd'hui, c'est quand même pas négligeable. Mais en fait, on a vraiment, si vous voulez, comment dire, le haut des formations. Et puis, si vous redescendez le niveau de formation, bah, vous tombez au contraire totalement sur le complotisme. Et ce qu'on a vu là au collège de Conflans, bah, on a là, dans certains collèges, des microcultures sous dominante fanatique et qui sont totalement décalées par rapport aux problèmes. Et où ça n'existe pas, on n'en tient absolument pas compte. On se focalise sur un aspect des choses et l'aspect religieux a envahi tous les autres aspects. Et là, pour le coup, c'est vraiment au sens bien basique à la marxiste, c'est vraiment de l'idéologie béton, là, pour le coup. Et évidemment, tant qu'on a ça, c'est pas facile de faire bouger une société. Pour faire bouger une société, il faudrait que, si vous voulez, alors je pense que c'est quand même le cas pour à peu près 60% de la population, les sondages nous le montrent. En gros, en France, on a au moins 60% de la population qui a compris que l'horizon qui vient est probablement un horizon de sobriété matérielle. Et on a pas mal de sondages qui nous le montrent avec des questions très différentes, ce qui fait que ça semble assez solide. Et puis en face, ça ne veut pas dire qu'on nie complètement le phénomène. Chez certains, si, ça va être le cas, mais ça veut dire qu'on pense qu'on va avoir des solutions technologiques ou je ne sais trop quoi. Mais quand même, on a 2/3 de la population qui commence à entrer dans la danse, ce qui est quand même franchement pas négligeable, même si ça ne se traduit ni en bulletin de vote, ni en comportement, ni en changement des comportements. On a quand même là une bascule culturelle. Mais il faudrait encore qu'elle s'accroisse et qu'elle s'approfondisse pour qu'on ait le socle d'un véritable changement de société, et ça, on ne l'a pas encore. Romane ? Oui. Bonjour. Moi, j'avais plus une question d'ordre politico-économique, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est quand même dans un monde qui fonctionne sur le capitalisme et les rapports, enfin, les conclusions que vous faites, et comme vous avez dit, le Club de Rome, c'est années 72, on sait ce qui va se passer, on sait que le monde, enfin, c'est des choses qui ont déjà été prévues et pourtant l'ordre économique mondial n'a pas l'air de changer. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va attendre que y ait vraiment une crise très très importante pour pouvoir réagir, ou est-ce qu'on va vraiment commencer à prendre toutes ces constatations, tous ces chiffres qui semblent s'avérer de plus en plus avant justement de frôler la catastrophe? Alors, si vous voulez, la dynamique des catastrophes, on y est déjà. En fait, sans faire de prévision comme ça sur la comète, on a déjà un ordre économique international qui devient brinque-ballant, hein, qui brinque-balle parce que la Covid le fait brinque-baller, parce que ce qui arrive l'été le fait brinque-baller, il va brinque-baller encore beaucoup plus quand les forêts vont commencer à dépérir, etc. On finira rapidement, même l'Agence internationale de l'énergie nous annonce une tension sur les hydrocarbures dès le milieu de la décennie prochaine, 21 à 30. Donc, je pense, si vous voulez, que le déni économique, qui est un déni extrêmement fort, il va subir des chocs et des démentis qui vont aller de façon croissante. Et on voit bien qu'en face de ça, on a une société civile qui commence à s'organiser. On a parlé du droit à l'environnement tout à l'heure, mais regardez par exemple
quand l'Australie a pris la décision, la justice australienne a pris la décision de confirmer la décision du gouvernement d'interdire l'exploitation d'une mine de charbon, elle s'est notamment appuyée sur la jurisprudence hollandaise Urgenda, qui, elle, était liée à des articles de la CEDH, alors qu'évidemment, l'Australie ne dépend pas de la CEDH. Donc, du coup, on voit bien qu'au travers des différents procès dans le monde, y compris, vous avez des procès au Pakistan, etc., n'oubliez pas, hein, attention, le monde est très large et il y a des gens sensibles à ça partout. Eh bien, on voit bien qu'il y a un ordre international, qu'il y a une société civile qui est en train de s'organiser. Il y a une jeunesse qui fait la désobéissance civile. Pour moi, je la pratique aussi. Hein. Je suis à l'occupé des banques et des sociétés. Et donc, pour moi, on voit que ça bouge vraiment. Alors après, à quelle vitesse on va arriver, à quel point on va changer, à quel rythme, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce monde et ce capitalisme cinglé, dirigé en fait dans certains groupes par des psychopathes, hein, quand vous voyez certaines, par exemple là, ici à Genève, juste à côté, vous avez une boîte de trading qui s'appelle Vitol. Alors c'est eux qui ont fait toutes les horreurs, hein, l'essence frelatée en Afrique, c'était eux, etc. Là, vous avez vraiment des psychopathes. Et donc, là, la tension, elle va devenir de plus en plus vive, de plus en plus forte. Maintenant, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Est-ce qu'on va accélérer, etc. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Même quand on se donne des objectifs intéressants, comme l'Union européenne, on se donne des objectifs en silo et les autres silos, donc les autres politiques publiques européennes, ne tiennent absolument pas compte des engagements qu'on se donne en termes d'émissions. Donc, en fait, on ne peut pas tenir. Dans ces cas-là, ça ne peut pas marcher. Donc, voilà, pour le moment, on est dans cette situation-là, mais je ne pense pas que dans 3, 4, 5, 6 ans, on sera là où on en est. Parce que la contradiction entre la dégradation du réel et puis la continuité de ces politiques, je pense que une partie de plus en plus grande de la société ne les admettra plus. On verra si je me trompe, si je rêve, voilà. Mais c'est ce que je dirais aujourd'hui. On verra bien ce qui va devenir dans la décennie. Mais elle est cruciale, la décennie. Il y a deux questions qui viennent donc de participants qui sont en distanciel. Donc d'abord Yolande Monteil, qui est une ancienne étudiante du master, et puis ensuite Marie-Laure qui veut de nouveau poser une question. D'accord. Une aussi, dans la continuité du propos que vous venez d'avoir. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour, j'entends très bien. Super. Déjà, merci beaucoup pour votre retour, c'était passionnant et d'avoir cette vision aussi que vous pouvez apporter. Et quand je vous écoute avec un petit peu en tête, en arrière-plan, une idée d'aménageur et d'urbaniste, et c'est une question qu'on se pose d'ailleurs sur d'autres thématiques, la question écologique, mais de façon générale, on se dit, est-ce qu'on se doit se positionner en tant qu'aménageur et urbaniste comme celui qui va plus ou moins imposer des pratiques et qui va les imposer à travers des mises en place de projets, des aménagements, etc., ou celui qui va observer les pratiques, observer justement les pratiques actuelles des personnes et adapter les aménagements en fonction des pratiques. Donc ma question, c'est plus au vu de ce que vous nous dites en tant qu'aménageur, est-ce qu'on doit plutôt avoir une position assez radicale où on va imposer pour influencer ou s'adapter pour influencer? Alors bien sûr, vous avez parlé du fait que les sociétés civiles évoluent elles-mêmes sans attendre les directions des nouveaux dirigeants, etc. Mais voilà, en tant qu'aménageur, quel positionnement vous pouvez avoir? Vous n'êtes pas aménageur, mais votre point de vue, je veux dire. Oui, je ne suis pas aménageur, mais je me suis retrouvé dans 2 conseils scientifiques concernant 2 projets d'aménagement. L'un, c'est le Grand Genève, et puis l'autre, avec un décalage de 2-3 ans, c'est celui sur Luxembourg, la ville de Luxembourg, El Duché. Et en fait, c'est assez amusant parce que je dirais que ce qui a été retenu pour Genève, c'est déjà décalé. Je dirais que c'est déjà trop tard. Alors que c'est drôle, hein, parce que c'est 2 ans de différence. Et c'est là où je vois à quel point les esprits changent très, très vite. Alors, je ne sais pas ce qu'il en adviendra pour Luxembourg. On est au début du processus. Mais si je vois les pré-projets retenus, certains sont vraiment radicaux. C'est-à-dire certains sont sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire on ne s'en sort pas
si on ne végétalise pas de façon énorme et si on ne remet pas en cause le type d'habitat, la mobilité, etc., ancienne. Et là, Luxembourg, bon, bah, comme c'est la partie la plus riche de l'Europe, c'est forcément les plus mauvais. C'est ceux qui détruisent le plus. Bon, encore pire que Genève, le Luxembourg. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir du côté des urbanistes, si vous voulez, à quel point eux-mêmes évoluent aujourd'hui très, très vite par les projets. Alors, en fait, dans certains des projets soumis pour Luxembourg, tous sont soucieux de ce que vous dites. Et tous doublent leur projet d'interaction avec la population extrêmement importante pour bouger ensemble, pour ne pas arriver avec une démarche autoritaire, mais pourtant avec des objectifs au départ très exigeants. Mais avec l'idée que j'ai défendue tout à l'heure, on ne fait pas changer une société contre elle-même, hein, ce n'est pas possible. Dans ces trucs-là, on n'impose pas. Quand vous imposez, ben vous êtes un dictateur, et vous imposez, en fait, c'est pour quelques-uns et vous foutez les autres. Hein. Non, si vous voulez vraiment vous occuper de l'intérêt général et public, ben vous ne pouvez pas. Il faut que les gens comprennent ce que vous proposez et l'acceptent. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Là, à côté projet soumis à Luxembourg, à quel point on a des urbanistes qui sont très soucieux de ce côté-là, à la fois soucieux du fait qu'on change complètement d'époque, mais qu'on ne peut pas changer d'époque sans les gens. Donc voilà la réponse que je pourrais… Alors, elle ne va peut-être pas vous satisfaire, hein, parce que… Non, mais c'est… Mais voilà. Très bien, merci. Il y avait une question de la part de Marie-Laure. Et puis ensuite, il y aura Lionel aussi. Marie-Laure ? Oui, excuse-moi. Non, mais j'aurais pu attendre un peu que d'autres posent des questions aussi. Je veux pas. Mais je voulais rebondir sur la petite phrase où vous avez dit le capitalisme cinglé d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec le qualificatif. Et du coup, vous avez parlé d'anthropocène pendant votre séminaire. Il y a d'autres auteurs qui préfèrent ne pas mettre dans le même sac toute l'humanité, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 1% et les 50% ou les 90%, mais parler de capitalocène justement et de montrer que c'était l'approche vraiment de surconsommation des ressources, de course au profit incessante, de course à l'accélération de tout qui menait à cette surconsommation des ressources. Alors vous dites qu'on ne peut pas imposer effectivement à une société un autre modèle. Tout à l'heure, vous avez parlé du Costa Rica et du Sri Lanka avec les empreintes écologiques très faibles. Et effectivement, je pense qu'on n'arrivera pas à faire rêver peut-être les Français avec le modèle du Sri Lanka ou du Costa Rica. Donc, il faut trouver des choses un peu intermédiaires pour… D'accord. C'était sur le 0,8 empreinte. Hein, mais bon. Et moi, quoique, si c'est au Sri Lanka, je suis prête à vivre comme un Sri Lankais. Mais bon. Le Costa Rica, c'est pas mal non plus. Hein. Il paraît, mais j'y ai pas été. Ni au Sri Lanka. En revanche, il y a peut-être quand même quelque chose sur je crois qu'il y a un début de réflexion là-dessus. Si on ne peut pas imposer un modèle de société, on sait quand même qu'il y a la publicité commerciale modèle nos esprits quand même et nous impose de façon très insidieuse un modèle de consommation. Si vous ne consommez pas comme ça, si vous n'avez pas la Rolex à 40 ans, vous êtes un nul, etc. Donc, est-ce que le fait est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'interdire les publicités commerciales qui portent toujours ce modèle de surconsommation? Moi, j'en rêve un peu en tant que juriste. Je me dis que le jour où on aura réussi à ça, on doit partager les mêmes rêves. Hein. Alors, simplement, j'ai en fait, au début de mon intervention, j'ai répondu à votre question, mais je vais le reprendre pour vous. Évidemment, c'est très légitime de dire capitalocène, etc. Pourquoi je ne le fais pas? Pour plusieurs raisons. La première raison, si vous voulez, c'est que, attendez, quand on dit ça, on se focalise sur, et c'est aussi ce que j'ai indiqué au début de mon propos, sur les 7 premières décennies de l'Anthropocène. En fait, ce qui est en train de venir, c'est ce que j'ai appelé l'entrée dans les décennies pourries, l'entrée dans les décennies boomerang. Là, c'est tout le genre humain, et c'est toute la population de la Terre, où que vous soyez, qui va morfler. Et donc là, on aura bien un Anthropocène.
Deuxième raison, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont une responsabilité infiniment plus lourde. Si vous regardez les peuples premiers, au contraire, ils sont donnés en exemple par le GIEC ou l'IPBES, qui est quand même assez intéressant. On n'est pas dans l'anthropologie de la fin du 19e ou de la première moitié du 20e. Hein. Bon. Et donc, eux sont donnés en exemple. En revanche, ils commencent déjà à morfler. Vous avez les phénomènes de sécheresse qui arrivent en forêt amazonienne. Moi, j'ai pas mal de liens avec différents peuples amazoniens. C'est pour moi très, très important à plein de degrés. Ils commencent déjà à constater les choses et ils le savent très bien. Et avec le cinglé de Bolsonaro qu'ils ont, ce dont ils ont peur, c'est que toute la forêt amazonienne se transforme en savane. Hein, qu'ils perdent carrément leur lieu de vie. C'est comme si nous, on nous arrachait notre territoire. C'est exactement ça que ça signifie pour eux. Donc, c'est bien pourquoi il y a un anthropocène. Et puis deuxièmement, attention, une chose est, si vous voulez, des potentialités du genre humain, se conduire comme un psychopathe, c'est malheureusement une potentialité du genre humain, comme c'en est une d'être un génie musical ou d'être un ébéniste complètement génial, que sais-je moi. Hein. Bon, d'être un clown génial, tout ce que vous voulez. Il y a plein de qualités possibles dans le genre humain et en général, il n'y a que quelques individus qui les expriment le plus et puis les autres vont exprimer autre chose. Et c'est un peu pareil. Là, c'est les possibilités techniques qu'on a développées, etc., elles ont vraiment partie liée avec le genre humain. C'est pour ça que je garde toujours l'expression anthropocène pour toutes ces raisons-là. Mais bien sûr, je n'ignore surtout pas que la responsabilité, en revanche, j'allais presque dire, du primat de la destruction, hein, elle est étroite dans l'humanité. Enfin, en tout cas, il y a des degrés. Et il y a des gens chez qui c'est effrayant. C'est-à-dire, c'est des monstres de destruction. Enfin, appelons un chat un chat, quoi. Et quand vous entendez les discours d'un... alors, ceux-là, j'ai vraiment du mal à les supporter. Les Musk, les Bezos, etc., ils sont aussi cinglés que les empereurs romains, quoi. C'est des pauvres types, quoi. Ils racontent n'importe quoi. Donc, effectivement, là, on a des destructeurs à grande échelle. OK, et j'espère qu'un jour, il y aura une justice aussi pour ces gens-là. Oui, merci beaucoup pour ce tableau extrêmement complet et complexe que vous avez présenté. Moi, j'avais une question. Alors, on voit que la maison brûle. Ah, pardon, excusez-moi. Lionel Schultz intervient dans le cadre du master sur le cycle de gestion de projet. On voit que la maison brûle, qu'il y a une urgence absolue, et en même temps, en face, on voit qu'il y a une frilosité à la fois des pouvoirs publics, voire même du grand public à se mobiliser concrètement avec des délais de réaction qui sont extrêmement courts. Moi j'étais intéressé de votre regard de philosophe justement sur la capacité du modèle démocratique aujourd'hui à répondre finalement à ça. À cette crise et dans quelle mesure, inversement, cette crise planétaire peut ébranler ce modèle qui est finalement le nôtre et avec lequel on opère aujourd'hui. Oui, merci pour la question. Ça, c'est une excellente question. Alors, la réponse est paradoxale. Si vous voulez, on ne voit pas comment c'est autre chose qu'une démocratie qui pourrait bien répondre, pour plusieurs raisons. Si j'ai des pouvoirs publics forts que je ne peux pas remettre en question, il y a tout un tas de dynamiques de corruption, de destruction que je ne ferai jamais remonter. Si j'ai une société qui est plus démocratique, si vous avez la désobéissance civile, etc., si vous avez une presse libre, il y a un certain nombre de choses qu'on va faire remonter. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, moi, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, qu'un changement environnemental ne peut être en même temps qu'un changement démocratique parce que l'environnement, c'est quand même assez... si vous voulez, les conséquences, lorsqu'on le prend au sérieux, elles sont quand même relativement intimes. Il faut manger moins de viande, il faut plus prendre l'avion ou très peu, il faut faire plein de trucs, quoi. Et si vous n'y croyez pas, si vous n'êtes pas convaincu du bien fondé de ces choses-là, je ne vois pas pourquoi vous allez le faire. Déjà, si vous êtes bien convaincu du bien fondé, ce n'est pas facile, c'est quand même assez impactant. Alors si en plus vous n'êtes pas convaincu du bien fondé, donc là, le problème, si vous voulez, du défi environnemental, c'est qu'il nous oblige à faire ce qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est-à-dire à raisonner déjà de manière globale. Hein, d'où ce que je disais sur la justice tout à l'heure et les sociétés civiles, c'était important. Le climat, la biodiversité, ce sont des enjeux mondiaux. On ne peut plus raisonner simplement dans un
un cadre westphalien, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on est obligé de raisonner en tablant sur l'intelligence de monsieur et madame tout le monde. Ça ne marchera jamais autrement. Alors évidemment, aujourd'hui, elle est sacrément sollicitée. Elle est sollicitée par les réseaux sociaux, par des choses différentes. Et même, on a pu constater, là, il y a des études récentes, qu'on a même une baisse du QI général depuis le milieu des années 70. Donc, bonjour les dégâts. Mais bon, n'empêche qu'il faut tabler là-dessus. On n'arrivera pas autrement. Et donc, et en plus, si vous voulez, je ne pense pas qu'un État pourrait tout faire. Il ne pourra faire qu'une chose, c'est permettre, donner les conditions à des petits collectifs de tâtonner, de rechercher, de trouver des choses. Là, dans ma revue, dans la pensée écologique, on publie un gros dossier sur les low-tech. Le cas des low-tech est très clair. Ça ne peut pas du tout être un programme global, les low-tech. C'est des collectifs de citoyens qui les mettent au point. Et ça, c'est vraiment très important. Ce qu'il faut arriver à faire aujourd'hui, c'est à tâtonner et chercher un peu des modes de vie nouveaux. Ça ne se fait pas d'en haut. Ce n'est pas le ministre Intel qui va déclarer ça. Donc, seule une démocratie peut permettre de donner les conditions à ce qu'on ait cette espèce d'ébullition, émulation territoriale et à trouver les moyens. C'est ce qu'on proposait d'ailleurs dans un de nos schémas institutionnels pour que ce qui peut marcher sur un terrain, si tant est que ça marche encore quand on en change d'échelle, qu'une nouvelle loi favorise, si vous voulez, la diffusion de ces expériences qui marchent. Donc, voilà, moi, je ne pense pas du tout, si vous voulez, qu'on s'en sort d'une façon non démocratique. Et en fait, quand vous avez un régime dictatorial, ça donne soleil vert. La plupart des êtres humains se mangent entre eux sans le savoir, et puis il y a une toute petite élite qui se préserve quelques carrés de carottes bio. Voilà. Vous avez des questions? Sinon, peut-être avant de passer la parole, je me permets de la prendre, Dominique, parce que j'ai une question qui s'inscrivait complètement dans celle posée par Lionel à l'instant, sur effectivement voilà, la place du régime démocratique, regard des enjeux, comment s'y prendre. Est-ce que c'est dans la continuité de ça, est-ce que c'est possible peut-être de revenir un petit peu sur ce que vous avez pu proposer du côté d'une 6e République, du côté de la création au niveau national, hein, d'une 3e chambre qui viendrait faire contre-pouvoir à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Enfin, ça, c'est pour le niveau national. Et puis après, il y a ce qui relève des propositions que vous avez pu faire à l'international dans votre dernier ouvrage, voilà, qui suggère que de toute manière, on doit être dans un raisonnement qui pense en mouvement des échelles et du coup, l'articulation des régulations de nature politique. D'accord. Alors, ce qu'on avait proposé, la dernière formulation, on l'a dans un petit bouquin qui était publié au Lien qui libère, Inventons la démocratie du XXIe siècle. L'idée, effectivement, c'est d'ajouter, alors là, on l'avait fait en reprenant la structure du CESE, ce qui complique complètement les choses, peu importe. On va laisser tomber le CESE maintenant, le Conseil économique, social et environnemental. Mais effectivement, on a un Parlement avec ses 2 chambres, chambre basse, chambre haute, qui est voué à être concentré sur le court terme, puisque le propre du Parlement, quand il fonctionne bien, c'est de dégager des compromis entre des partis aux intérêts contradictoires au sein de la société. Et donc, par définition, tout ça, c'est du court terme. Et on l'a vu, nos parlements sont totalement incapables, enfin, ils l'ont prouvé jusqu'à aujourd'hui, de s'arracher aux considérations de court terme. Et on le voit bien pour le climat. D'ailleurs, on a une illustration quand même assez remarquable avec la Convention citoyenne sur le climat. Là, on dit démocratie participative, ok, mais en fait, l'Assemblée était à proprement parler représentative. La représentativité en question, elle était liée au choix au hasard. Comme vous savez, il y a un premier choix au hasard, ensuite tous les individus n'acceptent pas, et donc on fait un 2e choix, mais on s'est arrangé pour ce 2e choix sur la base du premier, de déboucher sur une assemblée de 150 qui était le plus proche possible des niveaux de formation de la population en général.
Et à mes yeux, ça, c'est très important. Et vous l'avez vu, les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, dont en fait, au bout du compte, il ne restera pas grand-chose, comme ça avait été le cas du Grenelle avant. Mais en revanche, alors évidemment, les propositions de la Convention n'étaient pas au diapason de ce qu'il faudrait faire, il ne faut pas non plus exagérer, mais en attendant, c'était infiniment meilleur que ce que nous propose le Parlement. Donc on voit bien que quand on a des gens qui ne sont pas réélus, quand on a des gens qui n'ont pas le souci d'être élus, qui ne sont pas sous la pression de lobby, et quand bien même on aurait une forme de photographie de la population, on a des gens qui sont enclins à accepter pour eux-mêmes et à demander aux autres d'accepter des mesures qui sont quand même contraignantes. En tout cas, qui le sont pas mal dans un premier temps. Donc ça c'est intéressant. Et alors, cela dit, ce n'est pas non plus simplement l'idée de la troisième chambre. Ici, la troisième chambre, c'est de dire qu'en fait, on a un problème, c'est-à-dire que les connaissances scientifiques sur le climat, sur le vivant, etc., ne passent pas auprès des élus. D'ailleurs, ils les connaissent très mal, et quand ils les connaissent, ça ne change pas grand-chose. Et donc, si on n'a pas un contrepoids, on n'arrivera pas à faire changer les choses. Et donc, l'idée, c'était de créer une troisième chambre qui ne serait pas composée d'élus au sens traditionnel. Alors, on avait proposé un schéma double, on aurait un peu des citoyens comme la Convention, puis de l'autre côté, plutôt des gens qui seraient retenus sur des listes d'aptitudes où ils auraient fait la preuve d'un engagement soit académique, soit militant dans la question du long terme. Et donc, l'idée de cette chambre, ce n'est pas qu'elle se substitue au Parlement. Cette chambre-là ne pourrait pas voter la loi, que la chose soit claire. Mais elle exercerait un contrepoids de la quadruple manière, enfin, de trois manières et un complément. La première manière, c'est que cette chambre pourrait suivre en commission des lois le pré-examen d'une loi, sa confection, si l'on veut. Et si elle voit que ça part vraiment dans un sens complètement contradictoire, on y reviendra, à certains principes constitutionnels, eh bien, cette chambre lancerait simplement une alerte, c'est tout. Ensuite, deuxième possibilité, c'est si effectivement l'alerte n'a pas suffi, il y a un débat et le débat débouche sur un projet de loi qui est tout aussi contradictoire que ce qui avait été examiné en commission. Là, à ce moment-là, il y a la possibilité d'imposer au Parlement de redébattre, mais avec une dramatique, avec une mobilisation de la société civile, etc. Troisième posture, mais là, ça supposerait qu'on ait changé la Constitution, et ce n'est pas de mal à veille, surtout avec les procédures de la Ve République, mais l'idée, ça serait d'introduire, notamment, par exemple, à l'article 1, que l'État est garant du respect d'une limite, garant d'une empreinte écologique au prorata de la population française, qui, par exemple, se situerait à 0,8 planètes. Et évidemment, chaque fois qu'un projet de loi est encore, on pourrait saisir le Conseil constitutionnel. Mais évidemment, là, je suis en train de présupposer qu'on a déjà acquis cette chose-là qui est énorme, qu'on n'a aucune chance d'acquérir. Et puis, quatrième proposition, c'est de demander à cette chambre d'examiner sans arrêt et en permanence ce qui se passe dans les territoires, d'aller voir les micro-expériences, etc., et de pouvoir essayer de faire remonter des projets de loi inspirés de celles qui ont réussi. Voilà, c'était le schéma, si vous voulez, qui était proposé. Maintenant, la question à l'international, elle est vraiment très importante parce que, à la fois, effectivement, on a au jour d'aujourd'hui un commerce international qui repose sur le principe selon lequel l'espace n'existe plus. C'est-à-dire que les distances sont annihilées par la consommation d'énergie et on n'en tient absolument plus compte. Il est clair que ce commerce-là, c'est une des raisons essentielles de la destruction du climat. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de commerce international, bien sûr que non. Mais évidemment, pas un commerce qui obéisse à ce principe. Et en même temps, un repli de chacun sur soi serait une chose et dangereuse pour la paix et complètement absurde au regard des problèmes écologiques qui, pour une grande partie, sont des problèmes globaux. Et donc, ce qu'on proposait dans le livre, c'est plutôt de refaire un maillage entre pays qui sont d'accord pour se donner des objectifs. Mais vous voyez, par exemple, là, l'agriculture conventionnelle française d'Île-de-France, c'est une des sources fondamentales pour le blé consommé au Maghreb.
Si vous refermez les frontières, vous faites quoi? On crève de faim au-delà de la Méditerranée, mais c'est pas possible. Donc, se changer à l'intérieur, ça nécessite d'être en discussion permanente et de créer des associations de pays qui convergeraient vers les mêmes buts. On pourrait très bien avoir une entente avec le Maghreb, je rêve pour le moment, mais et converger avec eux sur des buts écologiques, et le jeu du blé entre les deux rives de la Méditerranée rentrerait dans ce deal-là, par exemple. Mais en tout cas, qui dit, si vous voulez, entre ce qu'on propose et le truc du Front National, on se referme dans ses frontières, c'est rigoureusement l'inverse. Nous, on relocalise en le rediscutant globalement, parce que nos objectifs fondamentaux sont globaux. Et ils vont devenir de plus en plus globaux avec le changement climatique aujourd'hui. Donc, voilà l'idée. C'est franchement pas du tout la même que celle du Front National en termes de relocalisation de l'économie. Très intéressant. Je sais qu'il y a une question, je crois que c'est Stéphanie qui a demandé à réagir. Je ne sais pas si elle apparaît. Non, mais si elle veut prendre la parole. Ouais, ben, est-ce qu'elle peut elle-même? Elle apparaît. Normalement, il doit pouvoir les voir. Moi, j'ai une question. Je vous écoute, hein, je vous entends bien. Alors, moi, j'ai une question. Stéphanie Matodi, spécialiste du droit du travail et du monde syndical et de l'expertise syndicale. D'accord. Grand et vaste sujet. Pour vous, comment les syndicats, finalement, qui sont implantés aussi bien dans les sociétés privées, dans les sociétés publiques, qui ont donc en plus un large réseau de communication à l'interne et en externe, qui ont longtemps finalement traité de sujets sociétaux, un peu moins maintenant, en plus de leur registre classique des revendications professionnelles. Est-ce que demain, ils ne pourraient pas apporter finalement dans la troisième chambre que vous souhaiteriez et que vous nous avez présentée, que vous souhaiteriez créer, est-ce que vous croyez en l'action de ces syndicats sur ces questions de transition, sur ces questions démocratiques et sur l'idée, parce que très proche des entreprises, d'une relocalisation intelligente et du fait de pouvoir, pour le coup, donner du sens, comme vous le disiez juste avant? Ah oui, je pense que les syndicats, c'est un pôle important. Premièrement, déjà, ils ont beaucoup évolué sur ces sujets, hein. Ils ont beaucoup évolué. Souvenez-vous, il y a quelques mois, alors je ne sais pas du tout ce que ça a donné, je n'ai pas suivi ça, mais il y a eu une association entre la CGT et c'était quoi? Il y a un rapport qui a été fait entre Voilà, une c'est les Amis quinzaine de la Terre. d'ONG, d'associations et d'organisations syndicales, Voilà. notamment la CGT. Ouais, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant quand même. Ce qu'avait fait de la même façon un autre rapport l'année dernière avec la CFDT. On Oui, a la toujours CFDT, la FNH. voilà. Oui, mais On a ça, toujours c'était ces moins deux blocs. évident parce que la CFDT, elle avait une vieille tradition. On pensait au bouquin de 74, à Le dégât du progrès, etc. Mais bon, mais oui, tout le monde syndical est en train de bouger, et le monde syndical, et le fait qu'effectivement la CGT franchisse pas, c'est quand même, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et de toute façon, je vous ai dit, on ne peut pas s'en sortir. C'est toute la difficulté de la passe dans laquelle on est. On ne s'en sort pas les uns contre les autres. On s'en sort nécessairement les uns avec les autres. Donc, on ne peut pas faire une politique écologique qui aurait les syndicats à dos. C'est absurde. Donc, elle doit travailler avec eux. Et c'est vrai d'autres instances, si vous voulez, dans la société. En fait, là, on est face à un défi énorme. Si on voulait vraiment s'en tirer, il faudrait qu'en 10 ans, volontairement, pas simple, on commence à changer vraiment des aspects fondamentaux de, de nos modes d'organisation, de nos modes de vie. C'est un défi auquel aucune société n'a jamais été confrontée. D'ailleurs, on s'est mis dans une situation auquel aucune société antérieure n'a jamais été confrontée. Et si vous voulez, quand le défi est gigantesque, seule la solidarité peut le permettre. C'est pour ça que dans le bouquin, le petit bouquin « La retour sur Terre », dans les instruments qu'on propose, je vous le présente très vite, on présente un instrument. Alors évidemment, si vous présentez aux élections avec ça, vous allez faire qu'au moins 8,2, mais c'est l'idée de quota. C'est-à-dire, j'explique cette idée de quota. C'est quand vous achetez aujourd'hui un bien, vous avez pour seul indicateur le prix. Et le prix ne vous donne absolument aucune idée des mots associés
à la production d'un bien ou d'un service. Au contraire, ils vous les cachent. Et très souvent, plus le prix est bas et plus les mots sont grands. Donc, notre idée, c'est quand vous achetez un bien, vous avez deux indicateurs. Vous avez toujours l'indicateur prix, bien sûr, mais vous avez un deuxième indicateur en unité de charge écologique, c'est-à-dire la destruction du milieu qui correspond à la production du bien que vous allez acheter. Je vous donne un exemple. Vous aurez le choix entre, par exemple, des tomates venant de Hollande, arrivant jusqu'à Aix-Marseille, en plein hiver, qui sont pétées de carbone. Elles poussent sous serre chauffée, et ensuite elles viennent en camion. On ne peut pas imaginer pire. Et puis, vous aurez les tomates bio. Alors là, il ne faudrait pas que je prenne une autre saison, mais enfin, peu importe, en concurrence des tomates bio. Et là, les tomates bio, c'est sûr qu'en termes de prix, elles vont coûter plus cher. Parce que la main-d'œuvre qui soigne la terre, elle est incluse dans le prix. Les produits et tout qui détruisent la terre ne sont pas inclus dans le prix de l'autre. Et donc là, si maintenant vous avez deux indicateurs, et si, comme on le propose, que chacun ait, en tout cas, il faudrait faire une différence entre les achats courants sur une année et puis les achats sur la vie, comme l'immobilier, l'avion, l'automobile. Mais là, on serait sur les achats courants. Chacun, et pour les autres aussi, mais chacun aurait un plafond, si vous voulez. Enfin, on aurait tous le même plafond. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi un individu aurait un droit supérieur à un autre à détruire le système qui fait vivre l'ensemble de tout le vivant sur Terre. Et donc, du coup, vous allez regarder à deux fois. C'est-à-dire que là, effectivement, vos tomates sous serre, elles ne valent pas beaucoup pécuniairement, mais elles vont vous coûter un brin en termes d'unité de charge écologique. Or, vous êtes capé. Et donc, imaginons qu'on installe un système comme ça, et évidemment, qui se resserrerait de façon progressive. En 10 ans, vous auriez vraiment infléchi très fortement et le système productif et les modes de vie des uns et des autres. Donc, c'est ce genre d'instrument puissant qu'on propose. Et évidemment, cet instrument, pour une part de nos conduites, il est relativement égalitaire. Et sans ça, vous ne ferez pas changer. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Si vous optez pour une taxe carbone, vous avez 9 millions et de gens sous le seuil de pauvreté et de précaires énergétiques en France. Et c'est sur eux que vous allez faire peser la charge. Vous n'étonnez pas qu'il y ait des Gilets jaunes rond-point. C'était absurde. Ça ne pouvait pas marcher. Et donc, nous, on propose autre chose. Quelque chose qui tient compte du fait que vous avez une grande partie de la population qui a très peu. Et donc, eux, dans ce système-là, ne sont pas perdants. Mmh. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une question maintenant de Martin Péricard. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Martin Péricard, je suis chef de projet à l'Agence française de développement sur des questions d'éducation et de formation. D'accord. D'abord, merci pour la qualité de votre intervention, avec une lucidité qui peut être un petit peu pessimiste à certains moments, mais en même temps, vous proposez des solutions. Et en vous écoutant, on entend bien qu'il y a une tension entre, d'un côté, des États qui se renferment sur eux avec des visées nationalistes ou protectionnistes, et puis de l'autre, des États qui pourraient essayer de jouer le multilatéralisme ou l'intégration régionale, les échanges, qui d'ailleurs serait un petit peu un miroir par rapport à ce que vous évoquez au niveau local, de coopération locale, d'organisation de collectifs d'habitants et d'autres choses de ce type-là. Alors, j'ai été un peu surpris en vous écoutant parce que j'ai pas du tout entendu parler dans votre intervention de ce multilatéralisme et de ces organisations d'États qui, au travers des Nations Unies, ont produit d'abord les objectifs du millénaire, puis les ODD, les objectifs de développement durable, qui ont produit l'agenda 2030, qui ont produit de façon historique la conférence de Paris, même si elle n'est pas contraignante. Donc, j'aimerais beaucoup vous entendre sur ces cadres d'action, qui sont des cadres d'action multilatéraux avec tous leurs défauts, hein,
Je viens de dire que les accords de Paris ne sont pas contraignants, donc à ce titre, les avancées sont extrêmement modestes. Mais finalement, vous analysez comment ces phénomènes politiques au niveau multilatéral et multilatéraux? Alors, vous savez, on était dans l'incapacité d'avoir un accord de Paris contraignant. L'état de la planète aujourd'hui nous l'interdit complètement. En revanche, il reposait sur le mécanisme où chacun est obligé, en toute transparence, d'indiquer aux autres à la fois ses objectifs, les moyens de les atteindre. Et là, le système n'est pas inintéressant. Lorsque les problèmes vont devenir plus aigus, et c'est tout de suite dans la décennie, si vous voulez, le fait que chacun doive expliquer aux autres ce qu'il va faire, ça crée une espèce de pression. Pour l'heure, elle n'existe pas, la pression, et avec un type comme Trump, enfin, je veux dire, elle ne peut pas exister. En revanche, cette organisation-là n'empêche pas que vous ayez en dessous, en quelque sorte, un multilatéralisme à l'échelle plus locale, et entre quelques pays, et qui s'engagent et qui commencent, si vous voulez, à contracter de façon plus forte entre eux. Ce n'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Et ça l'est d'autant moins que les objectifs généraux sont laissés à la décision des uns des autres. Mais à partir de ce moment-là, ça voudrait dire qu'un certain nombre de pays s'engagent sur des autocontraintes et effectivement se défendent vis-à-vis de ceux qui n'acceptent pas ces autocontraintes. Et si on n'arrive pas à mettre sur pied des instruments comme les taxes carbone aux frontières, et tout, on n'y arrivera jamais. Parce que ça veut dire qu'on donne un avantage inouï à celui qui ne fait rien. Donc ça, pour moi, c'est une question clé. Et c'est compliqué puisque ça dépend aussi quand même de l'accord de l'ensemble. Mais je ne vois pas comment on peut s'en tirer autrement. D'accord, donc merci pour cet éclairage. D'autres questions? Voilà, ça ne pas. Est-ce que, à côté de... Non. En fait, ce qu'on va faire, c'est respecter le temps imparti à la conférence, à moins que vous ayez un propos conclusif à faire, Dominique. Non, merci des échanges, merci des questions. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne poursuite pour les étudiantes et les étudiants de leur cursus et une bonne poursuite de leur enseignement, de la recherche pour mes collègues. Voilà. Et moi, du coup, en guise de conclusion de notre côté, je veux vraiment vous remercier, mais très vivement, très chaleureusement, Dominique, pour le propos passionnant auquel vous nous conviez de manière très régulière. Donc c'est un vrai plaisir de vous écouter, même si on sait ce que vous dites de la situation et dans son caractère extrêmement, comment dire, terrible, renvoyant à l'obligation d'agir au plus vite. Donc, merci pour la tonicité de votre réflexion et puis la manière que vous avez, au travers de vos propositions, d'ouvrir des portes qui laissent quand même espérer pour un avenir meilleur. Juste dire que plus que de nous paralyser, en fait, vous donner envie de remonter les manches, de retrousser les manches, en sachant qu'il s'agit bien évidemment d'une œuvre collective. Ce n'est pas l'affaire que des décisions. Bien sûr. C'est une affaire collective qui nous concerne tous. Et ici, en tant qu'urbaniste, on voit comment il y a des solutions urgentes à trouver pour garder les villes vivables, même si l'explosion urbaine ne sera peut-être pas celle que toutes les statistiques nous laissent entendre à l'échelle de 2100. Le phénomène urbain ne disparaîtra pas demain, ça c'est quasiment une certitude. Donc il y a vraiment à réfléchir à la manière de faire que les villes restent vivables dans ce contexte de réchauffement climatique. Voilà, merci encore. Et puis on reste en lien pour la suite. Tout à fait, merci.
Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.